Bonjour, Camille de Toledo, je suis écrivain et je porte depuis 3 ans avec d'autres un projet nommé tlhub.org qui est un réseau social pour la traduction entre différentes langues, pour les auteurs, les traducteurs, pour organiser les flux de traduction, promouvoir la traduction et faire exister un espace entre les langues. Donc, merci à Camille Toledo d'être parmi nous. Il habite Berlin actuellement. Il est polygraphe, même polymédia, puisqu'il est aussi musicien et vidéaste. Vous connaissez peut-être ses fictions, ses œuvres assez inclassables, publiées dans la collection Librairie du XXIe siècle. Le dernier vient de paraître, Oublier, trahir puis disparaître, qui ont tous comme point commun de s'interroger à la mémoire douloureuse du XXe siècle européen. Il fait donc partie d'une génération d'écrivains contemporains intéressés par la question de l'histoire européenne, question qui ne s'est pas arrêtée après-guerre. Par ailleurs, Camille est quelqu'un qui s'est beaucoup intéressé aux livres augmentés, aux formes numériques de partage, d'écriture, de collaboration. Et il va nous présenter aujourd'hui un projet très très original qui relève de ce qu'on appelle souvent le crowdsourcing, la collaboration en groupe, ici autour de la question de la traduction. Voilà, on va avoir 1 heure de présentation, 1 heure et demie de présentation, et ensuite, j'espère, des questions, des remarques. Je crois que c'est un projet qui est encore en devenir, qui appellera beaucoup de remarques et de discussions. Merci infiniment d'être là. Une première partie de l'exposé, ce sera, je crois, un peu la politique de cet outil, sa philosophie, ce qui sous-tend en termes de théorie de la traduction, de théorie de l'espace littéraire, etc. Et puis je viendrai dans le deuxième temps à vous montrer les fonctionnalités. On aurait même pu faire un atelier de traduction collaborative, mais ce sera peut-être pour une autre fois. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont traducteurs, ont des pratiques de traduction, peut-être, oui, non. J'aimerais beaucoup, si vous avez des questions en cours, que vous m'interrompiez, que le dialogue soit possible. Donc cette première partie plutôt théorique, une deuxième partie plutôt sur les fonctionnalités, une troisième partie sur les nœuds technologiques que l'on rencontre et les évolutions que l'on souhaite pour cet outil. Je laisserai en toile de fond, là c'est mon atelier. Je vais me déloguer, comme ça vous verrez la homepage. Ceux qui sont connectés, êtes-vous connectés là ou pas? Non, personne. Non, hélas, bon. On ne peut pas être connecté. Ok. Ici. Vous arrivez peut-être à lire ou pas à lire ce qu'il y a sur cette rampe? Oui, parce que c'est projeté en grand derrière. Il n'y a pas de souci pour lire. Ok. Donc, tout d'abord, vous dire que j'ai eu le souci, moi, assez tôt, il y a cette phrase qui dit « Se rendre maître et possesseur du code informatique sur lequel demain nous écrirons et échangerons autour des langues ». Comme vous savez sans doute, si vous suivez le séminaire ici, il y a une bascule d'un pouvoir autorial vers un pouvoir du code, un changement de l'âge du livre à l'âge du texte numérisé, des bascules qui conduisent à certainement une bascule aussi dans les géopolitiques du texte qui va d'un monde du texte livre européen encore entre les mains des éditeurs à plutôt la Silicon Valley et quelques géants de la Silicon Valley. À titre d'écrivain, d'auteur, ce que ça représente dans la chaîne contractuelle, c'est je signe un contrat avec un éditeur en Allemagne, en Autriche, en France, et comme je cède dans des conditions en France pour une longue durée, je fais partie d'un bouquet de contrats qui est ensuite proposé pour une distribution sur des plateformes, et donc je suis en quelque sorte la dernière, enfin ça représente une dissolution du pouvoir autorial, si tant est qu'il avait existé. Donc très vite j'ai eu le souci de me rendre maître et possesseur du code informatique sur lequel demain nous écrirons, traduirons, échangerons autour des langues. C'est un premier aspect, c'était une des premières motivations. L'autre chose que l'on sait,
de certaines études sur la géopolitique de l'édition et la République mondiale des lettres, c'est qu'il y a des forces à l'œuvre, et comme vous savez, il y a une domination du monde anglo-saxon. Beaucoup de traductions, environ 40 à 50% des traductions vers le français viennent du monde anglo-saxon. Par ailleurs, il y a dans toute l'histoire littéraire, Paris, capitale du 19e siècle, avec cette sorte de force de Paris et d'attraction, il y a un déplacement comme ça, mais il y a certainement dans la géopolitique des langues, et ce qui n'a rien à voir avec la force des fictions et de la création littéraire, des effets d'hégémonie, avec une centralité plutôt française au 19e, des polarités comme ça qui se déplacent, et là encore un déplacement ultime avec ce déplacement vers les plateformes dématérialisées et vers les technologies américaines. Donc encore deuxième soubassement de cette initiative, c'était de se dire comment est-ce que l'on construit un espace dématérialisé non hégémonique. Accessoirement, comment est-ce que l'on rend à l'Europe une certaine, où l'on prépare un environnement pour l'avenir sur lequel des auteurs, des traducteurs, des éditeurs pourront échanger, traduire, discuter autour des textes, annoter, commenter, qui ne soit pas une technologie américaine. Et je reviendrai sur ces points parce que je vous ferai rire, mais dans le champ de la traduction, il y a le champ de la traduction humaine. C'est le cas de ce TL Hub et des champs littéraires, sciences humaines, poésie, théâtre, où il y a encore besoin, pour un certain nombre d'années, d'un interprète, d'une voix qui prend en charge le sens, le texte, la corporalité du texte vers l'autre langue. Mais, et j'avais des discussions avec quelques personnes qui reviennent du Google Campus, où il ne manque pas de fonds financiers et de moyens intellectuels, où le pari est qu'à échéance de 10-20 ans, la traduction automatique avec avec une recherche-développement qui concerne des champs de langage, des champs sémantiques, un séquençage du réel par mot, par signifiant, etc., sera suffisamment, cette technologie de traduction automatique sera suffisamment puissante pour prendre en charge des textes littéraires ou des textes de philosophie ou des textes de sciences humaines. Donc, on a à l'horizon 20-30 ans un enjeu, je dirais, sur une fin de l'homme ou non, sur la fin du traducteur ou non. Le moment imaginé où l'ordinateur HAL de 2001 l'Odyssée de l'espace portera le nom de Bernard Höpfner, qui traduit actuellement de l'anglais vers le français, qui est un grand traducteur. Le moment où la machine aura suffisamment de contexte, de sensibilité pour prendre la suite. On a donc, et nous très humblement, parce qu'évidemment les moyens sont faibles, mais l'intuition est là, encore 10-15 ans où nous pouvons miser sur une logique de réseau social et de traduction humaine. Et à partir de là, à partir de ce réseau social et de cette traduction humaine, implémenter les résultats de la recherche et développement pour que ce soit des humains assistés par la machine et non pas des machines assistées par des humains. Si je résume la situation à l'heure actuelle, c'est sur le Google Campus des gens qui séquencent et qui séquencent des champs sémantiques et des champs sémantiques et des champs sémantiques afin que demain on n'ait plus besoin de la figure du traducteur, sachant qu'il y a ce point de singularité, qu'il y a l'horizon de l'intelligence artificielle, etc. Encore une fois, vous avez face à vous quelqu'un qui n'est pas un technophobe du tout, mais qui simplement a ce souci dans les champs qu'il concerne, à savoir la littérature, la poésie, le théâtre, les sciences humaines, de préserver, de faire persister, disons, cette logique des voix, une prise en charge par la voix des traducteurs, et donc d'agir, de construire une interface qui prenne sens dans un champ où il y a la traduction humaine.
voilà un petit peu les sous-bassements. L'autre chose, c'est que, et là ça rejoint mon travail littéraire, je suis quelqu'un, comme Alexandre Geffen l'a dit, qui est soucieux de comment faire persister le XXe siècle dans le XXIe. Et vous savez évidemment que le judaïsme européen a été totalement détruit, mais que c'était une des premières sources de passage. Prendre l'exemple de Canetti ou d'autres, mais il n'était pas rare que Zweig, Kafka avait toujours la question du choix de la langue, parlant plusieurs langues, écrivant plusieurs langues, écrivant en plusieurs langues, parfois traduisant, et donc était ce judaïsme européen, à la fois par le yiddish, qui était cette langue transfrontalière, et par les nombreuses langues multiples qu'ils adoptaient au fil de l'exil et des déplacements, c'était un corps intermédiaire, comme on pourrait dire, une façon de faire transiter du sens des textes. Et d'ailleurs, il y avait beaucoup à voir également avec l'usure, ce rapport avec la monétique, entre l'argent et le livre et le sens. On échangeait aussi les monnaies. Donc ce rôle de passeur juif, qu'on pourrait prendre aussi dans la figure du paria, de l'exil, ça rejoint quand même dans une très grande mesure, au nom de ce souvenir-là, de se dire par quoi remplace-t-on cette figure absente du passeur dans un espace européen. Là, on retrouve le contemporain, hein, donc c'est cette filiation, c'est-à-dire au nom de cette république des lettres du Yiddishland, qui a été au XXe siècle vraiment extrêmement fort, jusqu'à la bascule vers les États-Unis, pour fuir l'Europe pendant l'entre-deux-guerres, puis lorsqu'il était encore possible pendant la guerre. C'était ça, c'était des acteurs du passage. Comment est-ce que l'on fait persister cette logique du passage dans le XXIe siècle? Comment est-ce qu'on la fait persister dans un espace européen? Là, si vous lisez Le Être et le Boulot, un de mes livres, ou Vie potentielle, ou ce dernier livre, vous verrez qu'il y a ce souci du passage, de la transmission et des langues. Alors, je fais là encore une petite insiste sur le contemporain. Comment faire exister un espace littéraire européen, un espace intellectuel européen? Vous devez savoir qu'il y a des décalages de traduction considérables. Des chercheurs qui sont traduits, mais au bout de 10-15 ans. Comment peut-il y avoir un débat intellectuel ou un débat littéraire, une scène littéraire européenne, à partir de ces effets de temps en traduction? À dire vrai, c'est pour ça qu'il n'existe pas et qu'il n'existe que sur un mode nostalgique. Hein, c'est le patrimoine de la littérature européenne. Nous référons, c'est Claudio Magri. C'est ces corpus-là, où un corpus est déjà bien établi, sur un mode assez nostalgique. Je vais vous parler du corpus des écrivains qui ont écrit autour du Danube. Bien. Et on est là, autour de cette table, je ne sais pas de combien de langues et de combien d'horizons, mais on serait sans doute d'accord pour dire que dans cette République européenne des lettres, cette République mondiale des lettres, il y a un certain corpus qui s'est tissé au fil des ans, qui va de Joseph Roth, selon les préférences, à Robert Musil, en passant par des écrivains français et tchèques, etc. Bon. Au passé, puisqu'il y a traduction, la construction de ces corpus est possible. Dans le contemporain, c'est beaucoup plus difficile à partir du moment où il y a des effets de sens qui ne sont pas des effets chronologiques, des effets de temps qui ne sont pas possibles du fait de ces temps de traduction. Alors, c'était aussi ça qui sous-tendait la chose, c'est de construire un espace littéraire, intellectuel européen à partir de cette multiplicité des langues. Donc vous retrouvez dans les textes ou de la Société européenne des auteurs, qui est porteur de ce projet, cette phrase, et dans aussi Le Être et le Boulot, un commentaire de la phrase de Umberto Eco qui est « La seule langue commune de l'Europe, c'est la traduction ». Donc comment faire du un ou du comme un avec du multiple? Je reviens à mon lieu dématérialisé. Comment penser un lieu qui s'exprime en toutes les langues,
et un lieu qui n'est pas de centre. Et on retrouve d'ailleurs le centre vide dont parle beaucoup Magris à propos de la Mitteleuropa. Donc, ça, c'est ce qui sous-tend les choses. Alors, on retrouve ça à chaque point, et il y a une sorte de suite kabbalistique qui est drôle, je vous dis pour la petite histoire. TL Hub signifiant ou traduction littéraire, le hub de la traduction littéraire. On a joué également avec Translation and Literary Hub, en allemand serait Übersetzung, mais ce qui m'importe le plus, à dire vrai, c'est le H. Je ne l'ai pas du tout imposé, mais il était là. Le H, c'est la lettre de l'aspiration, de l'inspiration, c'est la lettre accessoirement, c'est une des lettres, disons en hébreu, comme ça, une sorte de première lettre de la création du monde, mais c'est aussi la lettre en français qui tente à disparaître. En italien, dans le Historia, c'est écrit avec I et le H disparaît. Et il y a des très beaux textes de L.R. Rosen sur la lettre H, que je vous conseille de lire dans un livre qui s'appelle Écolalie, qui est un très très beau livre sur l'oubli des langues. Dans la même collection. Dans la même collection. Mais pur hasard aussi encore, ou coïncidence, ou je ne sais pas, ou peut-être la présence de Maurice Hollander qui dirige cette collection, et dont le père parlait surtout yiddish, ce qui est assez intéressant. Donc il y a comme ça, et là c'est ma mythologie, mais il y en a d'autres dans ceux qui portent ce projet, il y a certainement quelle est la langue qui remplace le yiddish. Et une des réponses ou peut-être pas une réponse, mais une sorte d'ouverture aux multiples dans le 1, qui est donnée dans le être et le boulot, dans le conte qui clôt le être et le boulot, dont je vous parlerai un peu, qui s'appelle l'utopie linguistique ou la pédagogie du vertige. Je réponds en disant celui qui remplace le judaïsme européen, c'est le traducteur. Dans mon travail, ça n'est pas le monument, ce n'est pas le lieu de mémoire, c'est une sorte de vitalité de la traduction du passage. C'est pas une sorte de devoir de mémoire qui fixe une culture, une ethnie, une mort, une mémoire, etc. C'est beaucoup plus dans cette figure du passage. Si fidélité il doit y avoir au XXe siècle, alors la fidélité est là, à cette figure du passage. Par ailleurs, cette figure du passage fait exister un espace littéraire décentré qui déjoue en tout cas des logiques d'hégémonie ou qui tente à les déjouer. Dans un espace européen qui lui-même est postcolonial, c'est très intéressant de travailler à partir de cette figure du traducteur. Parce que c'est celui qui précisément a la charge de l'accueil. C'est celui qui, je ne sais pas combien d'entre vous ont travaillé sur la théorie de la traduction, mais la praxis, la traduction, c'est à la fois un travail d'exégèse sur le texte source, c'est à la fois donc un travail de savoir, de connaissance et de pratique, et c'est accessoirement de façon... Moi, je ne suis pas traducteur, mais je travaille avec mes traducteurs, et je vous dirais que la définition que j'ai de l'auteur est un auteur plus ses traducteurs, dans un espace européen, c'est-à-dire que pour moi, les espaces nationaux littéraires n'ont plus guère de sens. Et je pense qu'il y a des effets de région, il y a des effets de confrontation, mais je préfère être attaché à ça, à ce lieu du passage. Et là encore, j'ouvre une petite parenthèse, mais dans les cafés viennois, ceux qui s'intéressent aux mythologies littéraires, dans le café central, où aller écrire Schnitzler ou Hofmannsthal, il y a leurs noms, comme au café de Flore. Il y a les noms des grands écrivains autrichiens. Il y a Thomas Bernhard, il y a Schnitzler, il y a Herzl, qui n'est pas un grand écrivain, mais qui était une figure de la vie intellectuelle viennoise, et d'autres. Et il y a leurs noms. Mais les écrivains yiddish, qui n'avaient pas d'État et donc de nation pour reconnaître leur travail, n'ont pas de plaque. C'est à partir de cette absence de plaque que je définis comme ça, et que j'aime à définir cette position de l'auteur comme étant l'auteur plus ses traducteurs. Ce qui fait beaucoup d'effets de déplacement, mais je crois qu'en faisant mon auto-analyse, j'ai compris qu'en reprenant le nom de ma grand-mère de Toledo, je retrouvais dans le nom cet espace de traduction. Un auteur multiple. De Toledo, de Tolède, ce sont des juifs d'Espagne, Tolède est une grande ville de traduction. Voilà. Accessoirement, mon frère Jérôme, c'est le saint patron des traducteurs. Donc il y a beaucoup de choses comme ça, de fils que l'on peut tisser. Mais ce qui m'importe pour moi, c'est d'essayer de penser à un lieu poétique et politique où le traducteur est la figure principale. Vous avez donc cette lettre H
et son histoire, et j'aime bien en plus parce qu'on dirait un peu le pont de San Francisco, de San Francisco Bridge. Et je reviens à la théorie de la traduction et à ce moment postcolonial de l'Europe. Qu'est-ce que fait un traducteur si ce n'est à chaque fois effacer la langue source tout en lui laissant une part et en faisant entrer dans la langue d'accueil, dans la langue cible. Donc, si on rapporte ça à des questions d'identité et de culture, on voit très bien dans quelle mesure cette tâche du traducteur importe comme connaissance de ce que je nie de l'autre quand je le traduis et connaissance de ce que je modifie dans la langue cible, dans ce que j'obtiens. Il y a comme ça une négociation entre la fidélité et la trahison, l'assimilation et l'accueil, qui est le quotidien même de ce travail. Qu'est-ce que je bafoue, qu'est-ce que je nie, à quoi je tords le cou, ces grands exemples de l'école française de traduction qui a tendance à tordre le cou et à assimiler, et on peut lier ça à vraiment une politique de la langue, c'est écrit dans l'histoire de la langue française, cette façon de détruire l'altérité. Vous retrouvez ça, c'est le motif, j'en parlais à l'instant, avec République une et indivisible, vous voyez, la langue, le territoire, la nation. Donc l'exemple qui est souvent donné, c'est des romans américains où il y avait le 4 juillet, indépendance américaine, devenait 14 juillet dans la tradition. Donc cette nationalisation comme ça de l'altérité, de l'autre. Ça, c'est une école française, qui est aussi l'école des belles lettres, qui est aussi l'école cette façon que les traducteurs de Shakespeare avaient de s'excuser de la vulgarité et de l'obscénité de Shakespeare. Si on tord le cou à l'autre, on lui dit non, il va falloir que tu t'assimiles et que tu parles le français, que tu l'écrives, voilà, le beau français. Et donc je m'excuse parce que Shakespeare est un peu barbare. C'est comme les premières traductions de Dostoïevski et ce que Gide a sauvé de Dostoïevski en disant vous vous êtes trompé, ça n'est pas un fou informe, etc. Donc il a permis qu'on lise Dostoïevski enfin, puis après il y a ses retraductions maintenant, mais les premiers temps c'est trop fou, ça n'est pas français. Donc voilà. Alors il y a une école allemande de la traduction, mais des gens bien plus calés que moi en parleraient très bien. Je pense à Dieter Hornig avec qui j'ai souvent eu des conversations sur ces questions. L'école allemande est beaucoup plus de bras ouverts, mais avec cette idée de la conquête quand même. On va assimiler les savoirs et les langues et on va les faire entrer dans la langue allemande. Donc c'est cette sorte d'universalisme allemand qui naît au moment de l'école romantique avec Novalis et les frères Schlegel, etc. Donc là on est au début du 19e. Cette école semble a priori plus généreuse, mais il y avait toujours une logique de conquête. Et moi ce qui me frappe depuis 20 ans dans le renouveau de la pensée de la traduction, c'est qu'en fait on sort des logiques d'hégémonie et on a une position beaucoup plus problématisée de la position du traducteur, qui est beaucoup plus dans le multiple. Ça va jusqu'à l'entreprise, évidemment, des intraduisibles, dont vous entendrez peut-être parler ici ou pas, parce qu'elle a un volant numérique, et qui est porté par Barbara Cassin, sur le vocabulaire européen des philosophies, mais qui se source, en fait, à quelqu'un que j'ai lu moi, en autodidacte, mais qui est Antoine Berman. Et ce qui naît de là, c'est une nouvelle approche du traduire, qui est beaucoup plus dans l'accueil, qui est beaucoup plus dans l'altérité, le rapport à l'autre, et tordre le cou, mais pas pour l'assimilation, mais plutôt pour étrangéifier la langue d'arrivée. Si vous rapportez ça à des cultures, ou à des hommes plus encore, à des flux migratoires, ça devient très passionnant, parce que cette question de la traduction se politise. Et on sait que dans la théorie postcoloniale, il y a beaucoup de questions de traduction. L'homme traduit, Rushdie et autres, cette façon comme ça d'être obligé de se traduire pour l'autre. Moi, où je suis frappé, je prends cet exemple parce que je suis souvent frappé, moi-même d'ailleurs vivant en Allemagne qui ne parle pas très bien allemand, je suis
maintenant dans la position de ces générations, par exemple, souvent à la Poste en France, à Paris, je voyais des pères ou des mères chinois avec des enfants qui traduisaient pour eux. Ce peuple de traducteurs que sont les enfants des flux migratoires et qui sont obligés de négocier entre un texte d'origine et un texte d'arrivée. Alors moi, en Berlin, maintenant, ce sont mes enfants qui souvent m'aident et me disent « non, tu parles trop mal », parce qu'ils vont à l'école allemande. Et j'aime être dans cette position-là parce que c'est une position non hégémonique, c'est une position où je n'ai pas la maîtrise du sens et je suis en quelque sorte dépendant. Donc c'est le début d'un lien politique. Et c'est ça que j'aime énormément aussi dans cet espace, penser un espace littéraire, textuel, linguistique, non hégémonique, à partir de la position du traducteur, c'est que d'emblée nous sommes dans la question du lien. Il n'y a pas de démagogie possible. Je ne pourrais pas vous faire ce discours en langue étrangère. Je serais obligé de me rapporter à ce lien. Et j'aime bien construire à partir. Le lien dont je parle, c'est ce qui sous-tend toute la programmation de cet outil. Alors je reprends cette homepage et j'y reviens. La phrase qui est là, Lesser Ossipov est un auteur inventé, 1979, in a utopian vision, I propose we make ourselves masters of the computer code on which tomorrow we shall write, translate and discuss. Let us therefore create a place in between languages where authors, translators, scholars and editors may work, progress and exchange over and above the distance and language that separate them. Et ce qui sous-tend également ça, c'est se rendre maître et possesseur du code informatique sur lequel demain nous écrivons. Le H est cette lettre inspirée, et je vous parle un peu des affaires kabbalistiques derrière tout ça. La lettre manquante dans Translate the Word, la lettre manquante, c'est à la fois la lettre volée d'Edgar Poe, c'est à la fois... Mais c'est, là en l'occurrence, c'est dans un espace mondialisé où l'anglais est la langue transitoire, véhiculaire de fait, et la lingua franca, comment est-ce qu'on le maintient du multiple? Alors, je voulais à un moment donné qu'il y ait une sorte de roulement, que ça tourne de ces différents alphabets, qui rendent illisible le mot. Ce qui me permet de revenir un tout petit peu à la théorie de la traduction. C'est le corps des mots. C'est l'idée qu'il n'y a pas d'universel abstrait. Le moment charnière 20e, 21e siècle, et c'est comme ça que je m'explique aussi le projet des intraduisibles, qui est pour moi un projet encyclopédique très important, parce qu'il est décentré, et vous en entendrez peut-être parler par Barbara Cassin, mais aussi parce qu'en fait, il prend acte de l'impossibilité d'un universel abstrait. Si je prends le mot démocratie, et ça déconstruirait beaucoup de democracy makers, qui est vraiment la façon dont le néoconservatisme américain a voulu reconstruire ça, eh bien, vous verrez qu'il se déplace. Quand il est traduit, ça devient autre chose. Donc, ce que ça dit, c'est lorsque je traduis, je ne traduis pas le sens. Et je crois que le projet des intraduisibles ne peut pas se comprendre sans avoir en vue la faillite des universels abstraits. Et plus encore que leur faillite, la destruction. C'est-à-dire ce qu'ils représentent comme absolue destruction de la corporéité du monde. Donc c'est à la fois l'universalisme marxiste, c'est au fond, nous avons des grands mots que l'on va pouvoir appliquer à toutes les cultures et toutes les sociétés, et donc au fond, nous ne ferons que faire transiter le sens. C'est le fameux texte d'Umberto Eco sur la traduction, c'est presque comme dans la langue d'origine, mais il y a un effet de déplacement. Et dans cet effet de déplacement, dans cette cassure, il y a des projets pour moi comme les intraduisibles, qui disent au fond non, il n'y a pas d'universel abstrait, et il faut se coltiner, il faut se confronter à cette corporéité des langues. C'est pour ça que j'aime bien la traduction en littérature, c'est que c'est bien là où il y a un enracinement, un effet de déterritorialisation. Je traduis, donc je vais arracher cette chose à son terreau linguistique, à ses effets de contexte, de sens, ce que fait le cloud de Google, de ses clouds sémantiques. Ils essayent de renseigner toutes ces clouds
imaginez l'œuvre encyclopédique que ça représente, on déplace un effet, on contextualise, on le met dans le cloud. Là, c'est cette territorialité, cette déterritorialisation de la traduction qui reterritorialise le texte dans un autre contexte. Que se passe-t-il dans ce mouvement-là ? Et dans ce mouvement-là, il y a certainement une sorte de pédagogie qui nous dit l'idée ne suffit pas. En littérature, l'idée ne suffit pas. Il y a des mots, il y a des langues, il y a une corporité des langues. Et donc, je veux dire, en poésie, c'est particulièrement clair lorsque on pense par exemple à des essais de traduction sonore. On ne traduit plus le sens, on traduit le son. Donc là, tout d'un coup, on applique la loi du corps de la langue. On respecte le son. Je ne vais pas essayer de traduire un poème en le passant. Et donc, dans la traduction, il y a tout l'éventail de négociations entre le sens et la corporité des langues, etc. Et donc, moi, c'est comme ça aussi que je me rapporte à cette faillite à l'issue du XXe siècle des universels abstraits, cette remise en cause profonde du caractère conquérant de l'Europe puis des États-Unis, cette relecture postcoloniale qui fait des effets de sens, qui fait des effets de déplacement, qui reterritorialise autrement, qui redéplace, etc. etc. D'où des discussions d'ailleurs avec Dipesh Chakrabarty et autres sur cette idée de provincialiser le centre. On retrouve ces effets de centre, de décentrement, etc. Mais ça, c'est pour moi extrêmement important parce que je le vois dans le processus même de la traduction de mes livres où souvent je réécris avec le traducteur, je travaille avec le traducteur pour l'autoriser à trahir ou au contraire essayer de tordre le cou à la langue cible. Et c'est en permanence ces discussions et c'est dans ce lien qui est un lien poétique et politique que s'inscrit cette chose. Alors maintenant, je vais vous montrer comment ça marche. Puis peut-être au fil du temps, je reviendrai assez souvent. D'abord, si vous allez sur tierlub.org, là, et pour l'instant, et encore une fois, ceci est une bicyclette par rapport à ce qui se passe en traduction automatique. Tout ça, ce sont des effets mécaniques, c'est du numérique, etc. Mais on est dans un cadre de traduction humaine. Alors en charpentant, à partir de ce lien social, à partir de ce lieu non-lieu, à partir de cet utopos, je ne sais pas comment le dire autrement, je le dis comme ça en tout cas, dans le être et le boulot, en charpentant à partir de là, on devait se poser la question des configurations du traduire. Quelles sont les différentes configurations de traduction dans le monde pédagogique, dans le monde universitaire? Et la machine supporte assez mal le flottement et le flou. Donc il fallait comme ça trancher. Alors là, il y a une petite chose avec des petits dessins qui expliquent. Alors, il y a une première configuration. Non, là, il y a un premier slide qui dit sur cette plateforme, l'objectif à terme est de pouvoir traduire depuis n'importe quelle langue vers n'importe quelle langue. Et ça, en soi, c'est un sacré changement de paradigme. Parce que toutes les politiques de la traduction sont des politiques de la traduction qui sont pensées en termes bilatéraux. Ce que disent les mots extraduction et intraduction. On extraduit d'une langue qui est souvent nationale, on intraduit des langues étrangères. Donc il y a déjà une construction d'étrangeté, une sorte de définition comme ça de coupure. Il y a ce qui est national, il y a ce qui est étranger. Or là, dans un espace monde, si on prend cette chose de Weltliteratur sans son caractère hégémonique, c'est-à-dire en prenant acte de ce que Emilia Apter ou d'autres travaillent, et moi je l'ai fait à ma manière en m'emparant de ce manifeste de la littérature monde, qui était signé par plein d'écrivains français, il disait la littérature monde en langue française, de tordre le cou au caractère hégémonique de ce que charge un concept, de ce que charge un concept comme la Weltliteratur, c'est de dire comment est-ce qu'on construit un espace-monde dans lequel il n'y a pas de sens. Alors ça traduit, pour l'instant, notre frontière, c'est qu'on n'arrive pas technologiquement à traiter les langues bottom to top bottom et bottom top, et de verticalité, donc, et on a des problèmes sur le chinois et certaines langues asiatiques. Mais pour l'instant,
le hub fonctionne à partir de l'arabe et de l'hébreu. Du yiddish, donc, également. Enfin, c'est pas évident, mais je peux vous dire technologiquement ce qui se passe, je vous le dirai tout à l'heure. Ça, c'est un des premiers aspects de la chose. Ce qui permet de travailler dans un espace multilingue. Où, et je reviens à ce terme d'intraduction, il n'y a plus que de l'intraduction. Donc ça, c'est un sacré changement de paradigme, parce que quand on va voir des financeurs, je peux vous dire que eux, ils sont dans une logique d'exportation des littératures nationales, l'excellence de la culture nationale, et d'importation de l'excellence, ou de ce qui fait sens, par des effets de sens, dans la littérature française. C'est ça qui se produit. Dans le cinéma, c'est flagrant quand on dit non, en France, on ne supporte les films allemands que lorsqu'ils parlent des problèmes Est-Ouest et de la vie des autres. Mais dès que c'est un autre thème, ça n'intéresse pas. Il y a comme ça des effets de bord, des effets de sens. Donc là, dans le domaine littéraire, c'est la volonté de dire non, il n'y a plus que de l'intraduction, il n'y a plus de centre, et on peut travailler à partir de n'importe quelle langue vers n'importe quelle langue. Donc tous ces couples de langues comme ça. Donc c'est un système comme ça d'aiguillage. Alors ça c'est la slide 2. Donc c'est la volonté que l'outil puisse servir à des pédagogies de la traduction. Donc là je crois qu'on est sur Kafka. Donc on aimerait que demain effectivement, il y a déjà un peu des discussions, que il y ait dans différentes universités, à différents niveaux des écoles, cette pédagogie du traduire, que l'outil serve à ça. Qu'on travaille à partir des textes et que accessoirement, et on puisse mobiliser les langues d'origine des élèves. Mobiliser cette ressource, travailler à partir de ce multiple-là. Au lieu de leur dire oubliez votre langue d'origine. En arrivant dans le pays, on dit non, là dans ce cadre-là, c'est la mobiliser pour être traducteur. Alors ça c'est ça c'est dans un cadre pédagogique. Ça c'est des groupes de recherche et c'est ce qui se passe actuellement sur un projet dont Jill, avec qui je travaille, qui est présente ici ce soir, vous dira quelques mots. C'est un projet en cours sur Calvino. Alors qu'est-ce qui se passe? On a un texte de Calvino, les leçons américaines. Il y a 4 universités américaines qui se mettent en lien et qui traduisent des fragments, des chapitres chacun de Calvino. Donc on est dans le cadre d'une traduction collaborative. Donc vous voyez les différentes configurations du traduire déjà. Ce cadre pédagogique, alors ça implique des choses en termes de programmation qui sont assez complexes, enfin des jeux de rôle en fait. C'est pour ça que je parlais aussi de jeux de rôle. Et j'y viendrai tout à l'heure concrètement en vous montrant l'intérieur de la machine un petit peu. Voilà une autre configuration du traduire, c'est plusieurs personnes traduisant un même texte source à plusieurs mains et pouvant, de façon palimpseste, écrire les uns sur les autres, modifier leur traduction sans perdre de vue ce qu'ils ont fait. Donc c'est un enjeu technologique. La troisième configuration du traduire qui rejoint celle-ci, mais ce serait plutôt un programme qui s'appelle la Fabrique européenne des traducteurs. C'est des traductions collaboratives, mais vers plusieurs langues à la fois. Donc, on a un texte source, on monte un groupe de recherche autour des études bourdieusiennes, et on dit, voilà, on traduit tel texte de Bourdieu vers plusieurs langues à la fois, et chaque groupe de travail, vers l'espagnol, vers l'allemand, vers l'anglais, vers l'arabe, etc., se renseigne. Parce que, in fine, dans le choix du traducteur, ce sont des trucs sur à la fois comment on traduit un concept, comment est-ce qu'on maintient une traduction. Par exemple, moi, il y a un mot que j'emploie souvent qui est l'entre des langues. Ça pose plein de questions en traduction. Zwischensprachlichkeit, mais est-ce qu'on le colle? Et si on met des tirets comme je le fais pour montrer cette coupure, on a l'impression que c'est une sorte d'heideggerisme bizarre. Donc il y a des problèmes comme ça sur chaque construction, chaque mot, et il y a des trucs. Donc souvent, et dans la Fabrique européenne des traducteurs, c'est ce qui se passe, on est comme ça, dans une configuration comme ça. Il y a quelqu'un vers l'espagnol, quelqu'un vers l'allemand. Ça se passe aussi sur des grands écrivains dont on réunit les traducteurs une fois par an, ou quand un livre vient, et ils se renseignent les uns les autres en disant quelle option tu as prise sur telle chose, tel passage, quelle solution tu as trouvée sur telle autre, etc.
Donc Günter Grass, il a la chance comme ça d'avoir une fois par an, une fois tous les 2 ans, tous ces traducteurs, comme ça à Berlin, puis ils sont là. Et là, c'est la possibilité que ça ait lieu de façon plus indépendante et liée moins à des best-sellers et sur des textes qui vendent moins, on va dire, enfin qui donc n'ont pas les financements pour réunir tous les traducteurs. Maintenant, juste ce slide qui montre un peu, j'espère qu'on aura dans les versions à venir de l'outil une possibilité d'animer tout ça. Enfin, il y aura peut-être une version vidéo de cette chose qui sera un peu plus user-friendly. Mais en tout cas, voilà. Ce qui se passe quand vous êtes sur l'outil, c'est qu'il y a une première étape de création de compte, comme sur n'importe quel réseau social. Il y a l'import d'un texte de référence qui pose tout un tas de questions technologiques parce qu'à partir de quel format on travaille, sachant que le format PDF est un mauvais format, sachant que le format EPUB n'est pas encore un standard, et donc à partir de quel format. La troisième étape est créer son projet de traduction et définir avec qui on travaille, et puis le travail à proprement parler dans la configuration qu'on a choisie. À cette étape-là, il y a cette définition de rôle. Et il y a 3 rôles dans l'outil. Celui qui construit le projet de traduction, c'est le manager du projet, le traducteur ou des co-traducteurs, et le reviewer, la révision. Voilà. On essaye mais les moyens ne sont pas illimités pour l'instant, mais on essaye de tenir à jour un blog où vous trouvez des astuces comment ça fonctionne, etc. Et maintenant, je vous propose de rentrer dans la chose et de voir concrètement comment ça se passe. Je ne sais pas où on en est dans le temps. Ça fait à peu près combien de temps? Ça fait 55 minutes, on a encore une bonne heure. D'accord. Donc ça, c'est mon bureau. C'est mon compte. Si vous créez un compte, vous aurez ça également. Puis il y a cette partie des réseaux sociaux classiques où vous construisez un profil. Pour l'instant, c'est assez rudimentaire. Enfin, c'est l'endroit où je renseigne des langues de travail. Si je suis traducteur des langues sources, des langues cibles. Les institutions, oui ou non, auxquelles je suis rattaché. Et une image, ou pas. Sachant qu'il y a un petit clin d'œil à Judith Butler, parce que les avatars par défaut sont des sortes de personnages un peu transgenres, qui ont une sorte de... Enfin, si vous les regardez de près, c'est un peu transgenre. Voilà. Alors, c'est là que ça se passe. Là, j'ai mes textes de référence. Si vous suivez la flèche, où j'importe un texte de référence. Donc, un texte de... Je pourrais prendre n'importe quoi, enfin... Oscar Wilde, par exemple, pourquoi pas. Et je renseigne, si j'emploie une langue pivot, et que je passe par exemple par le français pour traduire vers l'arabe un texte d'Oscar Wilde, dans ce cas-là, je renseigne également la langue du texte pivot. Et surtout, ce qui est important, ce sont les statuts, parce que ça pose beaucoup de questions de droit, toute cette affaire. Et donc vous voyez, les textes de référence sont soit publics, soit privés. Public ne correspond pas exactement à la notion de domaine public, mais ce sont des textes qui ne sont pas sous droit, donc qui sont du domaine public, et que vous voulez verser au commun de la plateforme. Donc imaginons que je verse au corpus de TL Hub les textes du 19e, je les rentrerai en tant que statut public. Et si au contraire c'est un texte sous droit, je suis dans l'obligation de mettre private, ce qui signifie qu'aucune autre personne dans la plateforme que je n'aurais pas invitée
aurait accès à ce texte de statut privé. Comme je suis sous contrat pour mes livres, les textes que j'importe et qui sont mes textes sont en mode privé. Ou si c'est un directeur de collection ou un professeur qui voudrait travailler sur du contemporain, Dominique Rabaté, Dominique Viard ou d'autres aux États-Unis ou autres, vont importer, avec l'accord des éditeurs et des auteurs, avec le statut privé des textes du contemporain pour faire travailler des étudiants là-dessus. J'ai donc recensé sur mes bureaux, je peux en avoir autant que je veux, enfin il y a Seal. Donc là, par exemple, il y a Autant des monstres et des catastrophes, qui est un de mes romans qui est traduit vers l'espagnol, Mon vie potentielle, qui était un des livres dont j'ai déjà parlé, et une introduction à ce deuxième volet des strates, qui va être traduit vers l'espagnol. Et donc je travaille ensuite, je crée un projet de traduction. C'est ici. Hop là. Start. Il y a des problèmes d'affichage liés au... La résolution de l'écran. Ouais. Bon. Ici, c'est Start a New Project. Donc, le workflow, ce serait je démarre un nouveau projet de traduction, puis j'invite un traducteur ou plusieurs traducteurs à travailler sur le texte avec différents rôles. Et donc, j'ai ensuite ces projets. Donc, les projets de traduction, je vais commencer par celui que j'avais animé avec Bernard Höpfner en Arles, lors d'un atelier de traduction, au moment des assises de la traduction en Arles. Et donc, j'ai cette cartouche. Dans un projet de traduction, il y a quoi? Un texte de référence et il peut y avoir plusieurs traductions. Donc là, j'arrive sur la page du projet de traduction. Moby Dick en Arles, atelier anglais avec Bernard Höpfner. J'ai donc le texte de référence qu'il a choisi, qui était un extrait de Moby Dick, et autant de traductions que je veux vers autant de langues que je veux. Donc là, on pourrait les multiplier. À chaque fois, c'est créer une traduction, créer une autre traduction. Donc, ça rejoint ces configurations du traduire. Si vous êtes dans un cadre pédagogique ou dans un cadre de groupe de recherche et vous voulez travailler vers du multilingue, il y a un import de texte de référence, la création d'un projet de traduction auquel vous donnez une sorte de label, quand vous souhaitez, une image, si vous le souhaitez, et ensuite, vous définissez les langues vers lesquelles ça travaille, et à partir de là, vous invitez des gens sur le projet, et l'invitation se fait là, dans la colonne ici, Project Members, Invite members and define their roles on your project. Alors ça, c'est très important de le saisir. Comme vous ne pouvez pas vous lier sur Facebook avec quelqu'un qui n'est pas sur Facebook, là, évidemment, c'est pareil. Si je tape, je crois, Alexandre, tu n'y es pas? Non. Voilà. Donc, je ne le trouve pas. Je vais trouver Alexandre Lassalle, Alexis, d'autres personnes qui ont créé des comptes, mais je ne le trouve pas. Donc, la première chose, c'est évidemment de s'inscrire sur le... La plateforme l'appel à collaboration a été déjà amplement diffusé ou c'est une deuxième version, sauf erreur, c'est ça? C'est une deuxième version qui est maintenant publique. La première était... Elle est publique et l'appel à collaboration a été lancé. Alors... Ou partiellement? En fait, c'est pas ça, c'est que c'est une plateforme... Il n'y a pas d'appel à collaboration à proprement parler parce que ça dépend des projets de traduction. On peut monter autant de projets de traduction que l'on souhaite et donc ce sont des programmes d'usage. Donc, sur Calvino, il y a un groupe de travail dans 4 facs américaines à partir d'un texte de Calvino qui correspond à un certain cursus, dans un certain cadre, avec un certain projet. Si on travaille avec la Fabrique européenne des traducteurs, on va importer leur texte de référence et eux-mêmes vont constituer. Donc c'est vraiment la logique décentralisée du réseau. J'aurais beaucoup de questions à te poser. L'une d'entre elles, on ne voit pas sur la plateforme d'accueil les projets en cours clairement. Donc ça veut dire que comment se joint-on à un projet, un auteur qui vous intéresserait, mais dont on ne sait pas qu'une entreprise de traduction, tu vois, est en cours? Alors, c'est la question justement des projets publics et projets privés. C'est que la plupart des projets qui sont montés sont des projets
en fait, de statut privé parce que les traducteurs détestent qu'on voit derrière leur dos ce qui se passe, souhaitent avoir le contrôle de qui rejoint la chose. Et donc, ça ne serait que dans le cadre de projets publics, et on n'en a pas encore des projets publics. Il n'y a pas encore de projet affiché comme étant public. Non. Je sais pas, il n'y a pas un projet Melville qui serait... Non. Mais le jour où ils le sont, dans ce cas-là, je taperai Melville là dans le moteur de recherche. Et pourquoi vous n'avez pas lancé, par exemple, je sais pas, une traduction de Bartleby en public, histoire de montrer, d'appeler... Une des raisons, c'est qu'on est sous le feu du monde de la traduction, qui est un monde, à juste titre, qui est un monde paria, qui est très mal payé, et qui se bat pour que l'on reconnaisse des conditions de rémunération. Et que si on commence à démarrer des projets publics avec une contribution collaborative gratuite, dans un espace gratuit, immédiatement, il y a le monde de la traduction professionnelle qui va se mettre à tirer sur le projet. C'est-à-dire que le projet public, on voulait le faire, mais on en avait parlé un jour au Salon du Livre, et immédiatement, il y avait des mouvements de dire, mais ça fait... Là, est-ce qu'il n'y a pas une profonde antinomie entre le projet politique global d'accessibilité, de collaboration, et le fait qu'en fait, vous fonctionnez que pour des réseaux de traducteurs déjà, des traducteurs attitrés comment on gère cette double perspective? Non, moi je pense qu'il peut... Tu pourrais me dire, c'est un problème que j'ai rencontré dans Fabula, où dans les faits c'est un projet très ouvert et qui est co-géré en interne par des universitaires, des processus de cooptation et de sélection. Bon, j'ai été confronté à ce type d'antinomie, donc je ne le dis pas absolument pas pour... Oui, bien sûr, bien sûr. Non, simplement, là où peut-être c'est la différence de Fabula, c'est que nous, on nous contacte, on dit voilà, on veut constituer un groupe de traduction. Pour l'instant, on donne des logins. Donc, on n'a pas de rôle éditorial. Imagine que je veuille justement te proposer de traduire un grand texte du domaine public en le rendant public. Oui. Ça serait accepté? Bien sûr que ce serait accepté. Ce serait accepté avec le groupe de travail que tu définirais toi. On peut très bien démarrer ça comme ça, mais si on le fait vraiment public d'un bout à l'autre, c'est-à-dire import, parce qu'il y a deux niveaux. Il y a l'import du texte du domaine public, et ensuite tu définis avec ce texte du domaine public si tu fais un projet de traduction privé ou si tu fais un projet de traduction public. Donc là tu dis import du texte du domaine public, projet public, et on appelle à un appel à contribution. D'abord je dirais il n'y a pas encore assez de monde sur la plateforme. C'est-à-dire qu'il faut la construire par des programmes d'usage. Donc il faut qu'il y ait de plus en plus de traducteurs. Deuxième difficulté, c'est que le monde de la traduction est un monde quand même qui est très conservateur. Et ça, je le dis, je veux dire avec tout le respect, c'est pas le mot conservateur en sens politique, c'est un mot qui est conservateur en termes d'usage. Ils travaillent sur Word, ils ont leurs usages sur Word, ils échangent des versions à noter. Et donc là, il y a un shift, il y a vraiment une bascule. Et souvent, il y a des fonctionnalités qui leur manquent, etc. Donc, c'est pas sûr qu'on aurait beaucoup de monde. Et si ce sont des universitaires, ça ne pose pas de problème, dans la mesure où, sur le projet Calvino, on a un texte qui n'est pas encore du domaine public, mais avec un projet universitaire, avec des gens qui ne peuvent pas le rejoindre librement, quoi. On parlera tout à l'heure du droit, des questions des droits, des modèles économiques, etc. Je te laisse continuer. C'était juste une question sur le fait qu'on ne pouvait pas avoir accès... directement au projet. C'est juste une réflexion que je me fais très rapidement. Là, j'ai tapé Melville. Ouais. J'ai tapé Melville là. Je tombe sur... donc après, voilà, il y a Bartleby qui a été importé. C'est juste un extrait parce que c'était peut-être des tests. Et on va... Là, c'est la TLOP Public Library. L'objectif, c'est d'importer un corpus de textes dans différentes langues qui seront disponibles pour des usages de traduction. Après, de savoir s'il y a des projets publics qui se montent, je pense que ça dépend beaucoup des lieux de traduction. Je continue d'ailleurs à te... On parle des questions des droits, parce que qu'est-ce qui se passe quand il y a plusieurs traducteurs dans un champ privé? Qu'est-ce qui se passe du point de vue des droits quand on est dans une traduction publique? Qu'est-ce que vous avez anticipé? Ce sera des questions que peut-être on posera après, parce que ce sont des enjeux pour les humanités numériques en général, pour ce type de projet. Bien sûr. Mais par contre, je suis embêté parce que j'arrive pas à accéder, en fait, start a new project.
Il veut pas. C'est un problème d'affichage. J'aurais bien aimé vous montrer. Je comprends pas pourquoi. Comment je peux m'y prendre pour clarifier ça? Parce que dans la construction d'un projet de traduction, tout ce chemin-là que l'on décrit est assez clairement maintenant établi. Ça a eu un travail énorme en fait pour rendre lisibles ces différentes configurations de traduire, dans quel sens sont traduits, de quelle langue vers quelle langue. Mais là, la question de texte public, texte privé, projet privé, texte public, projet privé, c'est encore une fois, en l'état actuel du monde éditorial, où il y a la question des droits, où il y a la question de l'alcôve. Je crois qu'au fond, dans une logique de réseau social, ça reprend et ça répond partiellement à ta question, c'est je ne partage mes informations qu'avec les gens que je choisis, et donc là c'est je ne traduis qu'avec les gens que je choisis pour traduire. Donc il y a la possibilité de rejoindre un projet public. Elle existe, mais j'arrive pas à activer les choses. Là. Je suis bien embêté. Où tu fais une demande. Fabien qui manquait de poser une question. Excusez-moi d'intervenir, mais c'est un peu pour aller dans le sens d'Alexandre Jeffrey. Ouais. En fait, je suis frappée, puisque vous parlez de réseaux sociaux, par un autre type de réseaux sociaux qui pratique la traduction collaborative, qui n'est pas du tout littéraire, et qui justement n'est pas du tout dans le réseau des traducteurs classiques. C'est, vous savez, ces fameux groupes qui sont pro-logiciels libres et hackers, etc., et qui se réunissent sur justement des espaces virtuels. Eux, ils utilisent pour l'instant, je crois, Google Docs et ce genre de choses, pour traduire soit des manuels justement de logiciels, soit des livres sur l'Internet libre. Enfin, c'est très lié idéologiquement à l'idée que l'Internet ne doit pas être dominé par une langue et par de cette entreprise. Et eux, ce sont vraiment des traducteurs non professionnels, et ils font ce qu'ils appellent des traducteurs, vous savez, des traductions en temps limité, parce qu'ils sont tous ensemble pendant une journée, et puis après ils font du travail d'éditing dessus. Et c'est assez intéressant parce que ils ont complètement circuité le circuit des traducteurs traditionnels. Et c'est un autre type de réseaux sociaux qui n'est pas justement, qui ne travaille pas sur les textes littéraires, etc., mais qui a juste posé, qui traite différemment les mots. Oui, il y a un autre champ en fait où ça traduit collaborativement, gratuitement, de façon, c'est des logiques de fans, c'est le manga aussi. Oui, dans toutes les fanfictions, etc. Ouais. Il existe. Ouais. Pourquoi justement ne pas avoir fait le choix d'avoir tout placé en open source? En disant c'est un vrai projet européen collaboratif, c'est comme, je sais pas, dans Wikisource où les gens éditent les textes, etc. Comme dans The Batam Project où on va transcrire Batam, comme dans le projet des archives de Madame Bovary où toute une communauté d'enseignants, de chercheurs traduit un Bovary. Pourquoi le paradigme d'un accès complètement ouvert, de traduction libre de droit, n'a pas été le vôtre? Parce que les textes qui vous intéressaient étaient sous droit, c'est ça? Alors, il y a ça, parce que c'était la possibilité de faire marcher le monde éditorial avec la plateforme, c'est-à-dire de ne pas détruire des intermédiations quand même. Et donc, il y a des lieux qui sont plus ou moins sensibles. Détruire les intermédiations, tu supposes que... Un traducteur professionnel étant un médiateur. Enfin, quand je dis un traducteur professionnel, c'est quelqu'un qui a déjà une pratique. À la fois, si tu veux, défendre une Europe de la traduction et du partage de ces résistances des langues et de la collaboration dans le face-à-face avec ces résistances-là, en disant il n'y a que les traducteurs professionnels qui ont le droit d'intervenir. Tu vois, enfin, il y a quelque chose entre l'hyper-démocratie présupposée du projet et le fait que tu présélectionnes des gens qui seraient des professionnels de la traduction. En fait, ce ne sont pas, là encore, hein, c'est le caractère professionnel. On n'a pas, et d'ailleurs dans la version prochaine, ce sera un freemium. Là, on n'avait pas encore la possibilité technique de gérer un freemium total parce qu'il faut travailler sur le back-office, etc. Qu'est-ce que c'est qu'un freemium, hein, parce que peut-être tout le monde ne le sait pas. Ben, c'est une entrée libre, enfin, on crée un compte au lieu d'avoir... Là, il y a encore, pour l'instant, il y a un tarif qui est en fait une façon pour nous de dire, bon, on n'est pas encore tout à fait prêt à gérer un influx énorme de gens qui diront ok, j'y suis, et puis les fonctionnalités ne sont pas encore
totalement... il y a encore des nœuds technologiques à faire sauter. Par exemple, un chercheur qui travaille sur un texte avec des notes de bas de page, c'est compliqué. On ne le gère pas, on n'arrive pas à le gérer. Il y a donc encore une fois qu'on aura dénoué quelques problèmes, alors ce sera ouvert. Ce sera ouvert en freemium, c'est-à-dire je m'inscris gratuitement et après, en fonction du nombre de textes de référence, par exemple, j'ai tant de mémoire de textes de référence, j'ai 2-3 textes de référence, et c'est au-delà de 5, au-delà de 4, on se met à payer un petit peu comme les choses de Dropbox, des choses comme ça. Bon, et sur les projets de traduction. Donc il pourrait y avoir un compteur sur les textes de référence et les projets de traduction. Là, et ça rejoint le modèle économique, c'est cette dimension coopérative, c'est-à-dire cette technologie a besoin de financement, et au mieux, elle serait autonome, c'est-à-dire qu'elle ne dépend plus de ses financeurs, donc elle dépend des utilisateurs. Donc s'il y a une communauté du traduire qui contribue à hauteur de ce qu'on avait mis comme chose, c'est-à-dire 15 € d'un compte. Les traducteurs, en fait, paieraient pour avoir accès... Plus les institutions d'ailleurs qui s'en serviraient, on avait ça, mais les traducteurs également, les utilisateurs en fait. Pour collaborer ensemble. C'est ça, je créerai un projet privé, je paierai pour une traduction pour laquelle j'aurai déjà un contrat ou que je voudrais proposer ensuite à un éditeur. Toutes ces configurations sont possibles en l'état actuel. On peut travailler sans contrat, on peut travailler... Si tu veux, si je suis traducteur, que j'ai repéré tel ou tel texte qui pourrait être intéressant, qu'est-ce que m'apporte en fait de mettre sur Tumblr? TLHub, ouais. Je ne peux pas le prononcer. Qu'est-ce que ça m'apporte en tant que traducteur? Est-ce qu'il y a par exemple une mémoire de la traduction, comme dans certains outils professionnels où tu as des séquences pré-traduites, et si jamais simplement la collaboration à plusieurs, est-ce que vous avez un modèle juridique de répartition des droits ensuite si la traduction doit être... Ah bah non, le modèle juridique, il est celui que tu définis au moment s'il y a publication. Donc là, ce que ça permet, c'est cette collaboration autour d'un texte, c'est les différentes configurations du traduire que je décrivais. En fait, c'est essentiellement un outil de partage de documents collaboratifs, c'est ça? Bah, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, je crois, je parle sous votre contrôle, que surtout Google Doc est en mode collaboratif. C'est un très bon niveau de collaboration. On voit ce qui se fait en temps réel, mais il n'y a pas ces histoires d'alignement. Ah, c'est ça. Donc, ce sont des outils complémentaires de type alignement, mais accès à des dictionnaires aussi, on a vu, c'est ça? Oui, mais ça, c'est Word Référence qui est encore assez mal doté, c'est-à-dire que ça commence. Il va falloir progressivement implémenter dans cette plateforme différentes acquis de la recherche et développement qui, eux, sont open source. Et le jour où on sera assez costaud d'un point de vue, si un jour on a la possibilité d'avoir de notre côté les techniciens, parce que pour l'instant, on repose sur des programmateurs qui sont externalisés, si on les a en interne, on fera une communauté open source pour travailler sur le code de TLHub, pour le rendre public et à la fois avoir des imports de... Alors ça, on en parlera aussi, la question du code, puisque tu as l'importance du code. Pour l'instant, il n'est pas open source. Code, voilà. Parce qu'on a par exemple ici, voilà, à ma droite, j'ai quelqu'un qui travaille sur l'histoire des traductions d'Odyssée, si tu veux, qui pourrait injecter toute une série de traductions en utilisant les outils d'alignement pour faire voir aussi une histoire de la traduction. Jean-Yves Masson, à l'intérieur du projet Ville, a un très très gros projet sur l'histoire de la traduction, l'identité quantique, l'ensemble de textes, etc. C'est ouvert aussi à des études de traduction comparées, c'est ça? Ah bah ça, bien sûr, c'est-à-dire que l'ouverture des archives... Moi, j'aimerais surtout élaborer à un moment un format de sortie où on peut sortir la traduction et ces différentes scolies, ces différentes annotations, ces différents commentaires, que l'on puisse verser ça, disons, à la recherche. Il y a des formats qui permettent de faire ça. Bon, donc ça, ce sera d'implémenter les choses, mais au départ, c'était ça. Une autre manière de te dire, de penser cette question de la contribution, qui... Ouais, vas-y, allez-y, ouais. Je suis ici. Le découpage des séquences, quand on veut faire de la traduction, par exemple, collaborative, le découpage du texte, l'élimination des parties que chacun va traduire, se fait automatiquement par repérage des paragraphes. C'est ça? Ah ouais, ce que fait la machine, c'est pour ça que je vous disais c'est une bicyclette pour l'instant. C'est-à-dire elle segmente, je vais le montrer un exemple. Elle cherche un saut de ligne. Si elle ne trouve pas un saut de ligne, elle cherche un point. Et au bout si c'est par exemple un flux textuel comme, je sais pas, Zone de Mathias Hénard, où il y a comme ça non-point, ou certains textes de Butor ou autre, ou Claude Simon, où il n'y a plus de points, dans ce cas-là, la machine, elle ne devient pas folle, elle dit juste, je vais segmenter, parce qu'en fait, le segment étant
L'unité de base, ça n'est pas le mot près sur TLO. C'est le segment qui est l'unité de base du commentaire. Et ça peut évoluer. On va essayer de le faire évoluer. Il segmente à 6 lignes ou 8 lignes. Je sais Donc plus. il n'y a pas de réglage manuel pour l'instant, parce que c'est quand on travaille avec plusieurs, notamment la segmentation du texte peut avoir une importance considérable dans l'histoire de la traduction. Il y a des choses comme ça, la façon, le pré-travail sur le texte, la façon dont on va le segmenter. Oui. C'est aussi très important pour donner du sens au texte. Ça fait partie du savoir-faire du traducteur professionnel, justement. Et donc, je montre là les segments. Voilà, ça me semble un point important de faire en sorte que la segmentation soit pas seulement automatique, mais que le traducteur puisse choisir quand il répartit le travail, de dire ça c'est un morceau cohérent, ça c'en est un autre. Pour que vous voyez ce que... Oui, il y a plusieurs. Alors, oui, tout à fait. On aimerait bien qu'il y ait cette segmentation manuelle, c'est sûr. Ça demande encore, d'injecter choses. Je vois la segmentation manuelle qui fonctionne dans Google Translate, je crois, ou dans certains outils. Bon, nous, on ne peut pas encore. On voudrait, c'est-à-dire, les évolutions, je passe tout de suite à la suite. Segmentation manuelle, intervention au mot près, enfin, commentaire au mot près, différents outils de bookmarkage et d'annotation. Donc j'avais même l'idée d'une sorte de timeline comme sur les logiciels de montage vidéo, où en fait on suit ces bookmarks, on peut passer d'un bookmark à l'autre. Bon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme en vue? D'introduire les dictionnaires. Word Référence est un des rares publics, mais qui est encore très peu doté en termes de multiplicité des langues. C'est l'anglais, un peu, je crois qu'il y a, je ne sais même plus s'il y a l'allemand, mais l'allemand, voilà. Mais c'est vraiment sur des langues majeures. Il y a certainement beaucoup plus de fonctionnalités sociales qu'on va implémenter dans la plateforme. Par exemple, la possibilité de dialoguer sur un projet au lieu de dialoguer sur le segment. De pouvoir échanger quoi, sur le projet général, le projet Moby Dick, là, je peux que faire des commentaires au segment. Je reviens juste pour ceux qui sont là sur ce dont on parle. Ce dont on parle à l'instant, c'est ça. C'est là où je vous dis c'est une bicyclette en termes de technologie. C'est une fois que j'ai importé mon Moby Dick, j'ai ces segments là. Vous les voyez? Voilà. Donc la machine, qu'est-ce qu'elle fait? J'ai importé mon texte de référence, elle a cherché un saut de ligne chez Melville. Si elle n'en a pas trouvé, elle a cherché un point. Et si elle n'en a pas trouvé, elle coupe un certain nombre de choses. Donc déjà, ça pose un problème pour ceux qui sont, disons, des obsessionnels du document d'origine, de l'imprimé, du paragraphe voulu par l'auteur. Moi, j'ai un certain nombre d'objections sur le document d'origine, puisque je sais que pendant des années, au moment de la composition, d'ailleurs, ils continuent de le faire. S'ils ont un problème d'une page, il n'y a pas de problème. Ils te créent un paragraphe et ça ne les dérange pas. Sauf si on est derrière leur dos à dire non. Donc, mais il y a quand même des obsessionnels du texte d'origine. Là, il se peut qu'on perde la segmentation du texte d'origine parce que ça segmente. Ce segment permet de créer des alignements. Par rapport à ce qui se fait dans la recherche et développement, et c'est le problème que tu poses avec le projet qui est sur l'Iliade, c'est ça? Voilà. C'est que, et on avait vu des gens du Lipsis aussi pour ça, c'est qu'aujourd'hui on est à des états technologiques que nous on n'y est pas du tout, où tu donnes le texte source, tu donnes le texte cible, et c'est la machine qui recrée des alignements. Or là, ça on ne peut pas le faire en l'état. Je ne peux pas injecter une traduction, et une autre, et une autre, et une autre en disant... Je dois la copier-coller quoi. En fait. Eh oui. Donc, si on avait la Silicon Valley et le budget de Google, effectivement, on aurait une armée de personnes qui renseigneraient la machine. Et puis, mais l'objectif, c'est quand même de le faire un jour, et c'est que ça se fasse surtout au fil du temps, parce que il y aura des traductions et d'autres traductions et d'autres traductions. Donc, si j'ai une collection de textes du domaine public qui sont segmentés de la même manière, et qu'il y a plusieurs traductions qui démarrent à partir du même texte source, alors il y a une mémoire de traduire, mais c'est à partir du temps zéro. C'est pas en rétrospectif en disant... Et ça nécessiterait qu'on implémente des choses de recherche et développement dans le projet. J'imagine que vous n'interdisez pas non plus les traductions qui seraient d'un stade d'une langue à un autre stade de langue, type français médiéval vers le français moderne, ou vous cherchez uniquement des traductions qui seraient intra-européennes? Ah non, en fait, il n'y a pas
dans la construction de l'outil de logique éditoriale. L'outil est à disposition de tous les projets de traduction qui pourraient naître du français médiéval vers le français, des langues régionales vers n'importe quelle langue, des langues transfrontalières, de l'arabe vers l'hébreu, de l'hébreu vers l'arabe. Ça, c'est ce que j'appelle les programmes d'usage. Donc il y a une première chose qui est de construire la plateforme sociale qui permet de traduire dans différentes configurations. Premier geste. Deuxième chose, de monter des programmes d'usage qui soient soit pédagogiques, soit professionnels, contrats, soit des projets publics, ouverts, ou d'autres personnes. Mais pour ça, ça implique que la plateforme est un peuplement, enfin, c'est le fameux peuplement des réseaux sociaux. Donc c'est un programme d'usage, 2 projets publics où tu peux faire un appel. Et enfin, d'intégrer des nouvelles fonctionnalités et accessoirement de la recherche et développement qui permettent un jour de renseigner, à la fois d'extraire la matière pour la recherche, c'est-à-dire voilà l'historique des traductions, voilà les scolies, mais aussi d'intégrer des histoires de la traduction, des traductions antérieures. L'histoire de la traduction. Non. Et est-ce qu'il y a des débats? Quand tu disais que la traduction était partageable, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a est-ce que tu peux intervenir pour dire voilà cette formule-là, je la traduirai autrement? Est-ce que tu peux annoter? Et ensuite, comment se fait la résolution des conflits? Est-ce que c'est comme dans l'espace? Moi, le modèle que je connais qui est le plus proche, c'est le modèle des logiciels sources, de GitHub, etc., ouais. Où il y a comme ça des systèmes qui permettent même d'ailleurs de faire diverger, ouais. En fait, avec des processus très complexes de résolution de conflits. Ouais. On trouve aussi dans Wikipédia, où il y a aussi tout cet espace de résolution de conflits. Comment vous avez pensé ça? Comment c'est mis en place? Ok. Alors, je vais vous montrer sur le projet Moby Dick. Donc, qui décide à un moment? Alors, c'est les rôles. Je reviens au rôle. Là, le projet, c'est moi qui l'ai créé. Donc, je suis le manager du projet. Donc, déjà, je décide le titre du projet. Ensuite, je décide qui vient dessus. Et je définis les rôles. Je peux t'inviter comme co-manager et dans ce cas-là, tu pourras avoir les mêmes pouvoirs. C'était le fameux type de rôle. Ensuite, il y a le rôle du traducteur. Donc, c'est quelqu'un qui peut effectivement, là, je peux faire ça, prendre le texte, effacer, voilà, et dire que c'est comme ça, etc. Okay. Et là, dans ces cas-là, soit je crée une version manuelle, parce que j'estime que c'est une étape du traduire qui est importante, et je vois, il y a la petite version 8, là, donc je déploie là, ce qui s'appelle la Social Toolbox pour l'instant. C'est l'endroit où il y a les versions qui s'archivent. D'accord. Donc, un jour, il est possible de coller, je dirais, là-dessus, de la généalogie textuelle, une étude des différentes versions et un comparateur de versions. Hein. Pour l'instant, c'est juste un historique de 2 types de versions. Les versions créées manuellement et les versions créées automatiquement, qui sont beaucoup plus nombreuses, évidemment. Qu'est-ce que ça s'appelle les versions créées automatiquement? Les versions créées automatiquement sont créées à chaque fois que je quitte le focus, comme dirait le programmeur qui travaille dessus. C'est-à-dire, dès que je change de segment, et qu'il y a eu des modifications, je modifie quelque chose, là, je change de focus, voilà, il y a eu cette couleur orange, ça veut dire qu'il y a eu une version qui a été sauvée manuellement. Et il y en a 31 au lieu de 30. D'accord. Donc, ça, c'est quand je passe d'un segment à l'autre et que j'ai fait des modifications, il y a une version qui est créée automatiquement. Ce qui fait que je peux toujours retrouver une version perdue où j'ai... C'est très analogue, enfin, c'est assez analogue à ce qui se fait dans le monde du logiciel libre, avec les commits, etc., avec les dépôts, les systèmes de version, sous-version, etc. Voilà. Et là, le directeur de projet technique qui n'est pas là, hélas, mais qui aurait pu absolument montrer tout le parallèle, c'est qu'effectivement, il s'inspire à la fois de GitHub, de Trello, mais de tout un tas d'outils collaboratifs. Mais effectivement, mais je reviens d'ailleurs à cette chose que vous disiez, c'est-à-dire on ne peut pas répliquer le modèle de l'open source absolu. D'ailleurs, sur GitHub, tu remarqueras qu'il y a des projets publics et il y a des projets privés. Oui, bien sûr. Hein, sur GitHub, il y a la possibilité de travailler sur des trucs qui sont bofetés au final et d'autres. Donc ça, c'est un mode d'action sur la traduction en cours. C'est-à-dire tu crées une version. Tu crées une version, soit parce que manuellement tu décides que c'est une étape de la traduction, tu fais create a version, ou alors c'est automatique. Et l'autre chose, qui est pour l'instant le niveau 1, c'est le niveau du commentaire. Où là, ça répond en partie à ta question. Je lui disais,
on fait des remarques sur un certain nombre de définitions. Là, pendant la séance autour de Moby Dick, il y avait 30 personnes dans la salle, il y en avait 20 qui étaient en ligne, et il disait, allitération en S, certes, sérénité environnante la perd, mais le français fournit ensuite saluer languissante, donc en élargissant un peu le contexte, on le retrouve. Donc là, c'est des dictions extrêmement ponctuelles, précises, sur des mots. Bernard Höpfner les avait soulignés dans le texte, dans la sérénité environnante, etc. Et ces modifications, comme ces commentaires, font l'objet de notifications dans une timeline qui est là, où on a l'historique des actions qui sont faites sur la traduction. Donc là, les dernières actions, mais cet atelier remonte à janvier, ouais. Non, novembre, c'était vrai. Et il y a eu des actions depuis janvier. Où donc là, je peux très vite aller vers ce qui a été travaillé. C'est-à-dire, si je vais là-dessus, ça me renvoie à l'endroit, au segment qui était dans la timeline. Évidemment, aussi, la prochaine étape de l'outil, c'est de permettre à l'utilisateur de gérer en ligne, sans sortir de la plateforme, les invitations. Je t'invite, au lieu de recevoir un email, d'y répondre et que le résultat, le projet, apparaisse dans ton atelier, parce que c'est physiquement ce qui se passe. Hein. Je vous invite, ou j'invite Jill ici présente sur un projet, elle l'accepte via l'email, et elle est loguée, et tout d'un coup, le projet apparaît sur son dashboard, sur son atelier. Alors, j'ai une question sur parce que vous parlez plusieurs fois que vous cherchiez à contourner le système de l'édition, de la maison d'édition, etc. Mais bon, là, je vois, c'est plutôt un projet de collaboration sur le niveau de la traduction, mais après, quand vous venez vraiment au point d'éditer, de rendre public une œuvre, là, vous retombez tout à fait dans la maison d'édition, parce que si vous n'êtes pas un projet d'open source, je comprends tout à fait, finalement, vous êtes toujours dans l'obligation de passer par une maison d'édition après. Mais en fait, ouais, mais c'est là où moi je ne cherche absolument pas à contourner ces choses. Ces choses, elles existent, elles sont en place, et c'est pour l'instant, en tout cas dans le monde de l'édition, très importante. On peut imaginer, par exemple, deux configurations. Je monte un groupe de traducteurs vers le tchèque, et je m'intéresse à la littérature contemporaine de langue française. Je traduis gratuitement, parce qu'on est des soldats, et qu'on veut que ça existe en tchèque. On traduit et on a un répertoire de textes et ensuite on les met sur un site qui s'appellerait Littérature française en tchèque où on les édite, soit en ligne, soit en livre numérique, soit en imprimé. Et ça, c'est la logique, c'est-à-dire ça sort de la plateforme. La plateforme n'aura été que le véhicule pour traduire un corpus à plusieurs en étant à distance vers une édition qui relève d'une revue, qui relève des acteurs du livre. C'est-à-dire on n'est pas des éditeurs. C'est ça qui est hyper important, c'est qu'il n'y a pas de rôle éditorial de la plateforme. Le rôle éditorial, c'est toujours ce que j'ai eu du mal à expliquer. Il existera le jour où, si vraiment ça se développe et qu'il y a beaucoup de monde qui utilise cette chose et que le modèle freemium fonctionne, qu'on a donc résultat assez d'argent, non seulement pour la recherche et développement, sans dépendre de subventionneurs, mais également au-delà de la recherche et développement, pour développer des programmes de traduction et dire on va aider tel programme de traduction parce qu'il y a telle manne d'argent qui a été soulevée parce qu'il y a 20 000, 30 000 utilisateurs et que la plateforme n'a pas existé. S'il n'y a pas de rôle éditorial, pourquoi ne pas avoir pris des outils justement destinés au logiciel libre qui auraient pu être adaptés, voire utilisés à faible coût pour faire la traduction collaborative? Quand on édite du code sur GitHub, on a des outils qui sont quasiment directement utilisables dans la traduction. Je connais même des cas d'emploi de ces outils-là. De même, on peut faire du collaboratif sur du Google Docs. C'est pour des raisons politiques. Google Docs, c'est un problème en soi, oui. Enfin, je veux dire, moi je serais ravi. Sur des wikis, enfin, sur Wikisource par exemple, un système qui permet, en utilisant les de versions, révision majeure, etc., les arbitrages, en fait, permet de faire ce genre de choses. Donc, mais est-ce qu'il y a des plateformes ad hoc, par exemple? Quel est l'avantage d'une plateforme ad hoc? Est-ce qu'il y a des fonctionnalités d'alignement sur ces... C'est quand même l'idée aussi de créer une communauté, parce que si on utilise un wiki, il n'y a pas seulement cette idée
cette possibilité de créer une communauté juste de traducteurs qui vont se rencontrer sur ce site. Je pense que ça a beaucoup plus de force justement à ce niveau-là. Alors oui, c'est ça, il y a cette dimension communautaire. Et pourquoi, oui, c'est ça, la solution du mashup qui aurait mêlé des systèmes de liens de type réseaux sociaux, etc., et des outils existants, n'aurait pas pu se substituer à une plateforme complète et intégrée. C'est juste. Je te prends l'exemple, par exemple, typiquement Fabula, maintenant, à peu près tout ce que peut faire Fabula, on pourrait le faire en faisant un mashup d'outils Facebook, d'outils Twitter, de blogs et d'agrégation sur un endroit unique. Et c'est une vraie question, c'est-à-dire que maintenant les outils commerciaux ou les outils de partage sont tellement puissants qu'on peut à peu près faire tout, si on veut, sans refaire des développements ad hoc. Frédéric Lormier ? Non, je peux quand même apporter une précision, Alexandre. La traduction, c'est vraiment un travail très particulier. Et il est notoire qu'il y a des applications bureautiques dédiées totalement à la traduction avec des outils spécifiques. Bien sûr, les côtés peut-être sociaux peuvent être génériques, mais je pense qu'il y a une vraie raison d'être à faire une application dédiée à la traduction. Que ce soit la question d'alignement, et puis après on peut équiper avec le rappel de traduction. Je pense que vraiment on n'est pas sur des choses qui... soit sur le monde générique. Peut-être que l'idée de travailler aussi sur la traduction plurilingue ou multilingue d'un même texte, peut-être que votre plateforme peut être aussi peut-être plus utile là-dessus, parce que quand on travaille sur plein de versions, voilà, le fait qu'on puisse classer par langue, etc., qu'on puisse faire des combinatoires, que ce soit possible d'emblée dans les répertoires qu'ils ont construits, ça permet de rationaliser dès le début du projet. Ouais, moi, quand je prends le bureau, ce que ne permet pas dans le simple outil, Google Doc, bon, c'est lié à plein d'autres choses, mais là, c'est vrai que sur mon bureau, j'ai mes textes de référence, j'ai les projets de traduction en cours. Dès que je suis invité sur un projet de traduction, ça apparaît, je peux les archiver. Donc j'ai cette archive-là qui vient en dessous. Enfin, je ne sais pas, il y a une sorte d'organisation de ces flux de traduction qui permet également de traduire vers du plurilingue. Qui me semble, je ne l'ai pas trouvé ailleurs. Enfin, alors il est vrai qu'on a été lent parce que il fallait lever des fonds, etc. Donc peut-être que depuis il y a des choses. On s'appuie beaucoup sur le modèle GitHub. On tient compte des spécificités du métier du traducteur, je crois, dans la mesure où il y a ces configurations multiples qui n'existent peut-être pas dans les mêmes termes sur le coding. On tient compte également des habitus du monde éditorial. Je disais, on ne court-circuite pas les choses existantes. C'est juste la possibilité. Moi, je suis directeur des droits étrangers. On en a parlé avec Jean Materne, par exemple, qui a les droits étrangers chez Gallimard. Il reçoit des révisions de traduction, il reçoit ses traducteurs qui lui envoient des mails, etc. Il y a ses textes annotés sous Word avec tous ces trucs. Là, s'il s'y collait, ce serait les textes de référence importés à partir des EPUB définitifs des œuvres. Il monte son réseau et son groupe de traducteurs qui est lié à sa collection en entier. Il peut suivre les traductions et les auteurs peuvent être invités pour suivre également et annoter les traductions au fur et à mesure, c'est-à-dire conseiller le traducteur. Mathias Hénard aussi, il me disait, moi j'adorerais maintenant pouvoir mettre mon EPUB définitif dedans, inviter le traducteur qui traduit en ligne et je vois au fil du travail ce qu'il fait. Et je lui propose des solutions aussi, parce qu'il parle en plus 4-5 langues, ce qui est souvent le cas d'ailleurs de pas mal d'écrivains finalement, qui sont capables de lire en plusieurs langues. Et c'est toute cette communauté du monde des lettres, enfin du texte. Alors maintenant il y a des obstacles. Il y a la question des formats d'import. Alors ça c'est un vrai problème. Je veux dire c'est un vrai problème parce qu'on ne peut pas traiter l'infinité des cas possibles. Donc par défaut on a dit le monde du texte utilise du point doc. Le point docx, il est ultra mal renseigné. Je sais. Et donc, c'est un bordel. Donc, au moins, on peut rétrograder en point doc et l'importer dans la plateforme. On a eu beaucoup de mal sur le RTF et tout, machin. Le PDF, vous savez, enfin, vous devez savoir, quoi. C'est un format qui sera abandonné. Enfin, je pense que c'est juste un format transitoire qui permet de fixer un livre. Mais c'est une image, quoi. C'est des images, on peut mettre des post-it dessus. Enfin bon, c'est pas du texte. Donc on a pour l'instant toléré là-dedans ces points doc, HTML, RTF, EPUB, l'EPUB 3 aussi, où on extrait la partie texte.
hein. Mais le problème, par exemple, sur les droits, sur les livres sous droit, c'est qu'ils sont tous avec des DRM. Bien sûr. Donc, il faut l'accord des éditeurs. Un éditeur qui dit, ok, moi je travaille avec la plateforme, il veut voir le mot, il peut importer en mode privé, et déjà lui dire, non mais il faut que vous fassiez sauter votre DRM pour qu'on ait l'EPUB def, pour que le traducteur puisse travailler à partir du bon texte. Ça déjà, c'est une année, il faut changer les usages, c'est pour ça qu'il faut l'inscrire dans... Ça n'a de sens qu'à 10 ans, cette chose. Il faut implémenter la recherche et développement, les trucs de reconnaissance. Mais la logique sociale, ça, je crois assez à ça. En plus, socialement, enfin, Gisèle Sapiro serait là pour en parler mieux que moi, mais les vies de traducteurs sont des vies assez isolées, sont des vies assez minuscules. Et l'idée, tout d'un coup, d'avoir une communauté du traduire, où ils peuvent créer des groupes. Oui, mais là, ça devient très compliqué parce que les traducteurs, ils sont sous contrat. Là, ils n'ont pas accès, par exemple, à la mémoire de traduction d'autres textes que d'autres collègues auraient fait à partir, par exemple, du même auteur. Je traduis, par exemple, Descendants américaines de Calvino. Est-ce que je peux avoir accès à, par exemple, des formules qui ont été reprises par d'autres traducteurs? Qu'est-ce qui se passe quand on traduit à plusieurs du même texte? Je pense à l'exemple récent de Ulysses de Joyce qui avait été retraduit par toute une équipe dont Tiffany Samandio notamment. Il y a toute une série de problèmes juridiques et d'habitudes de manière de contractualiser des contrats de traduction qui sont à modifier. Si tu veux modifier la société du traducteur, tu dois modifier aussi ces questions juridiques. Est-ce qu'il va facturer? Est-ce qu'il va payer pour avoir un accès à une mémoire de la traduction d'autres textes? Non. Comment vont être rémunérés les gens qui l'auront invité à collaborer? Est-ce qu'il peut mettre, par exemple, en question publique, si tu veux, un truc qu'il n'aurait pas à traduire? Est-ce que je peux basculer, par exemple, il est très fréquent qu'un traducteur se heurte à une expression. Bon. Est-ce que je peux rendre public le problème auquel je suis confronté? Tu vois, typiquement. Ah bah ça dans le cadre d'un... Est-ce qu'à l'intérieur d'un espace privé, je peux dire, voilà, j'achoppe sur tel truc, est-ce que je rends public cela? Et quel est ensuite le modèle dans ce cas juridique c'est-à-dire de rémunération? Tout n'aura pas lieu là-dessus. Pas dans un court terme. Donc, la question du dictionnaire, elle est renvoyée. La question des versions antérieures, elle est renvoyée à la bibliothèque. Souvent, il y a la question du document source. S'il n'y a que le document textuel et le livre, ça pose un problème. Qu'est-ce que je fais de cette machine? Donc, il y a une plasticité infinie du monde du texte, et en plus qui cumule plusieurs âges. Un âge très très numérisé est déjà bien en place, est déjà bien charpenté, des vieilles versions, des formats multiples, etc., etc. Donc, la question du dictionnaire, elle est là partiellement proposé, on le voit là, ce dictionnaire qui en fait on s'appuie sur une API d'un dictionnaire externe. Ah oui, voilà, tu peux intégrer, donc tu peux l'appeler. Tu refuses de t'appuyer sur l'API de Google Translate pour avoir un débroussaillage possible. C'est pas ça, c'est que je sais très bien que j'ouvre un onglet sur mon navigateur et que je mets Google Translate et que ça ne change fondamentalement rien d'avoir l'API dedans ou sur un onglet. Je veux dire, on est tous d'accord qu'on bricole, que le monde numérique est quand même un environnement de bricolage et qu'en fonction des usages, je vais utiliser Trello ou je vais utiliser Basecamp pour des programmes collaboratifs et faire avancer, ou je vais utiliser un Google Doc, et qu'à dire vrai, je suis un peu perdu. Parce que parfois, je charpente un projet et je me dis, mais quel outil j'utilise? Il y a de plus en plus ça, et je suis jamais vraiment... Tu sais, ça correspond jamais vraiment aux usages, donc ça bricole, donc je vais utiliser. Donc là, j'ouvre un onglet Google Docs, Google Translate si j'en ai besoin, je vais ouvrir la Gallica pour consulter des bases de données de texte si j'en ai besoin, etc. Mais ce qui est l'unité de base quand même de cette affaire, c'est encore une fois, c'est cette possibilité sociale d'avoir à la fois son bureau, d'organiser ses flux de traduction, de voir les commentaires par rapport au segment, d'avoir pour l'instant cet alignement et le passage, je dirais, le changement de civilisation, mais pour ça il faudrait qu'on lève des fonds importants, ce serait effectivement de passer
de quitter ce segment qui est la bicyclette, quoi, qui est le caractère très mécanique de la chose, pour glisser de n'importe quel format du texte plein, et que ce soit la machine qui, au fur et à mesure de la traduction, reconnaisse des alignements et permette en plus le commentaire au mot près. Ça, c'est en vue. Moi, j'espère qu'on va le faire un jour. Mais pour l'instant, on a choisi cette option qui est très, très mécanique, de dire, OK, qu'est-ce qu'on veut ? On veut que les deux choses avancent ensemble, parce que c'est un problème pratique, cette affaire de faire défiler un texte, faire défiler l'autre, toujours être en correspondance. Enfin, moi, je veux dire, dans la pratique, c'est... Il y a des vrais problèmes d'interface utilisateur, ça c'est sûr. Ouais. Juste pour la traduction collaborative, le système peut supporter combien de collaborateurs en même temps? Autant que tu veux. Il n'y a pas de limite. Ah là, pour l'atelier Moby Dick, on était 30. Et en plus, c'était assez beau d'ailleurs, parce que je les invitais en temps réel, ils envoyaient les trucs, alors ils envoyaient, ils s'inscrivaient, boum, je leur envoyais leur login, alors il fallait leur expliquer un peu, mais on était très nombreux. Il y avait du monde, hein. Il y avait vraiment du monde. Mais j'aimerais peut-être revenir un tout petit peu. Peut-être, Jill, tu veux dire un mot de l'expérience Calvino? Et dire peut-être même ceux qui travaillent, comment ça travaille, les retours. Oui, si ça vous intéresse. C'est donc un projet qui va être un livre, mais qui est composé de 5 parties. C'est comme des chapitres, mais c'est des chapitres qui correspondent à 5 séminaires, 5 lectures que Calvino devait donner à Harvard. Et qu'il préparait en italien et qu'il allait faire traduire quand on arrive aux États-Unis. Mais il est mort la veille de son départ pour les États-Unis. Il n'a jamais donné les séminaires. On les a publiés donc 3 ans après sa mort. Et en anglais. Donc là, le projet est un projet de retraduction de ces leçons. Donc chaque leçon est à peu près 30 pages, est en train d'être traduite par une équipe traducteur à une université aux États-Unis. Mais la deuxième équipe vient de finir sa première version. On aura comme ça les 3 autres équipes qui vont travailler pendant le printemps pour, on espère, rassembler les leçons, faire un travail d'editing. Donc c'est un des... Et là, on sort de la plateforme. On est d'accord. Voilà, c'est ça aussi qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un passage, quoi, transitoire. Il passe par là, et après, pour finir le livre, Pourquoi l'editing ne peut pas se faire dans la plateforme avec des rôles de manager et de... En fait, oui, donc il y aura un premier travail qui serait plutôt de l'ordre de la relecture en mode de révision. De révision. Qui va passer par la plateforme. Et donc on a conçu un calendrier de révision où une équipe va relire une autre. Donc là, avec les 2 premières équipes, c'est la première qui va relire la deuxième, troisième, quatrième, et puis peut-être première, cinquième. Et donc après, quand ce premier travail de révision sera fait, c'est là où l'éditeur général du projet, qui est un des managers d'une des équipes, en l'occurrence c'est la première équipe, va faire le dernier travail d'éditing. Et lui, c'est un spécialiste de Calvino, il a des idées, il a déjà traduit. Donc il aura, si vous voulez, le dernier mot sur sur le ton global, par exemple. Parce que c'est un souci, comme vous pouvez l'imaginer dans la traduction collaborative, comment est-ce qu'on retrouve une voix pour un auteur s'il y a 20, 25 personnes qui collaborent ensemble sur un auteur qui a, lui, une voix très distinctive. Et, donc c'est Jeff, l'éditeur général, qui
qui va assurer que... Et là, j'y suis dessus. Il n'y a pas de mémoire interne qui permette, par exemple, très vite de retrouver comment a été traduit précédemment une expression? Non. Quand on est à plusieurs, par exemple. Là, on est à 5 pour traduire les leçons américaines. Je tombe sur, je ne sais pas quoi, une expression, je n'ai pas, ça fait bien longtemps que je n'ai pas vu ça, hélas. Je ne peux pas très vite avoir accès pour qu'il y ait une homogénéisation des formules. Comment ça se passe? Il aurait été idéal de pouvoir intégrer la première traduction qui est pourtant assez mauvaise. Ils n'étaient pas très contents. Je crois que Giovanna Calvino avait décidé d'en changer parce que la première traduction n'était pas bonne. Donc là, c'était plutôt pour ne pas reproduire. Mais il aurait fallu intégrer comme segment, manuellement, la traduction antérieure. Puisqu'il n'y a pas encore de version antérieure tu vois, à l'instant T, il n'y a pas. Il n'y a pas de mémoire interne qui permette de repérer, je pense par exemple tu vois, à l'extraordinaire travail d'homogénéisation qu'il a fallu faire sur la traduction à plusieurs voix de l'Ulysses de Gallimard, où il y a toute une série de formules, de métaphores qui se retrouvent, etc. Il a fallu refaire un travail de lissage. Oui. Ouais. Là, est-ce qu'il y a un outil qui permet de le faire? Est-ce que je dois sélectionner une zone en demandant comment ça a été traduit dans, même d'ailleurs dans mon propre texte au fond, hein, puisque parfois. Et ça ne peut pas être un travail fait en amont, parce que quand on parle avec les gens qui font des traductions collaboratives sur les 15 de sciences humaines, par exemple, il arrive que je pense ceux qui sont des managers, enfin ceux qui sont à l'origine du projet, fassent un travail stylistique de repérage conceptuel en fait, sur les textes avant, et en disant voilà, par exemple, tel mot, etc. Voilà les concepts de clés. Il y a Pierre Merclé, vous êtes au courant parce que je crois que vous avez contacté Pierre Merclé justement, qui a traduit en traduction collaborative, qui est un sociologue qui travaille avec Denise de Lyon, le premier texte de sciences humaines sur la notion de réseau justement, et il a fait une traduction collaborative là-dessus. Et il m'a dit qu'ils avaient fait justement tout un travail avant de recherche en statistique lexicale pour repérer justement les occurrences des concepts clés et faire une première séance de modération, pour ainsi dire, avec tous les collaborateurs en disant voilà les concepts clés, voilà les occurrences, voilà les contextes, est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur des traductions, quitte après à en changer, je veux dire, en cours de route, vraiment les séances de traduction, mais est-ce que vous avez fait ça par exemple, Calvino? Non, on n'a pas fait ça, mais c'est quelque chose on a parlé, Camille a parlé tout à l'heure de quelque chose qu'on aimerait dans l'avenir pour la plateforme, c'est un espace plus... De discussion générale. Un espace général. Discussion générale. C'est dans ce genre d'espace que cette... Où tu pourrais effectivement établir pour le groupe de travail... Typiquement, ça c'est un besoin de collaboratif, de dire... on fait ça avant de récupérer le truc, voilà, pour limiter entre guillemets les dégâts du plurivocalisme. Ça, c'est une manière de le faire, c'est ce travail en amont. Une autre manière de le réimporter, c'est d'aller chercher avec ton autre onglet une version antérieure dans une base de traduction et de la jeter dans un commentaire en disant écoute, je trouve ça comme occurrence d'avant. Donc là, c'est vraiment comme là, on retrouve la trousse à outils, c'est-à-dire pour l'instant, le TLHub n'est qu'un outil parmi évidemment d'autres outils. D'ailleurs, je ne souhaite pas du tout que ce soit un outil, disons, monopolistique, où on aurait la totalité. Mais il est certain que j'ai, moi, ce rêve un petit peu de l'œuvre et de la traduction et de la totalité, c'est-à-dire de rassembler mes textes, de voir que les traductions aient lieu là, que résultat il y a une archive de l'œuvre et de ses traductions vers plusieurs langues et que résultat il y ait cette accessibilité que je puisse rendre possible à n'importe quel chercheur qui pourrait dire ok, je vais voir. Évidemment il y a ce rêve là, mais alors je vais donner des exemples pratiques. Moi sur mon propre travail, moi je fais mes livres, c'est composé évidemment, ça efface la composition au moment de la base génétique. Au moment de la bascule, non, là je ne parle pas de génétique, je parle de la composition. Les vies potentielles, c'est diffracté. Dans le livre, j'ai le document EPUB, je le lance, je l'importe dans le hub, et il y a beaucoup de traits de composition qui sont gommés parce que ça le transforme en du TXT. Pour permettre l'alignement. Donc, il faudrait un troisième terme où je pourrais voir le document d'origine, comment il est composé, etc. Donc je perds une mise en forme. Ça, c'est une donnée que j'arrive... Alors, je n'arrive pas encore à avoir cette totalité.
Je n'arrive pas encore à avoir cette totalité. C'est-à-dire le document d'origine tel qu'il est, son import, le séquençage, les traductions au final, le groupe de recherche qui pourrait se constituer autour d'un travail, les discussions autour de la traduction. Pas encore. Et donc j'ai dû casser, j'ai dû mettre là. Mais pareil sur les leçons américaines. Ils auraient pu faire, ils ont composé le projet comme ça. Ils l'ont coupé en chapitres. Chaque chapitre avait son groupe. On aurait pu penser que c'était la totalité du texte qui était posé et tous les groupes invités. Et dans ce cas-là, il y aurait eu une consigne à donner en disant telle et telle personne, vous ne travaillez que sur le chapitre 1. Telle ou telle personne, vous travaillez que sur le chapitre 2. Chacun a son directeur, qui désigne un directeur comme chacun. Voilà. Mais dans ce cas-là, c'est des logiques d'appropriation. Et c'est ça qui est extrêmement, disons, complexe de l'exposer, c'est qu'il n'y a que par la pratique de l'outil. C'est exactement le même raisonnement que j'ai, moi, je ne sais pas, sur un projet collaboratif, je dois faire du do, done, done, doing avec Trello. C'est comment on le divise, comment on le charpente, comment on le structure. Ça ne résout pas, parce qu'il y a toutes les configurations possibles. Qui j'invite? Est-ce qu'il est manager? Est-ce qu'il est traducteur? Donc c'est à chaque fois en fonction de ce que j'appelle les programmes d'usage, qui peuvent être à l'initiative de nous autres, ou à l'initiative de qui veut, dans les langues que la plateforme autorise. C'est quel est le projet? Combien de personnes? Comment est-ce qu'on charpente la chose? Est-ce qu'on fait un projet de traduction par chapitre? Est-ce qu'on fait sur la totalité du texte? Est-ce que je tolère que l'on perde la mise en forme au prix de ce que ça permet en termes collaboratifs? Et comment je le ressors? Voilà. Pour que ça corresponde au moment de la composition. C'est-à-dire ça ne va pas faire, ce que je voulais dire, ça ne fait pas de l'édition, ça ne fait pas InDesign. Ça ne fait pas le livre définitif ou le PDF définitif. Ça ne sort pas d'EPUB directement prêt à être vendu. D'accord. Alors, un des modèles auxquels on travaille, mais il faudrait là aussi faire, c'est EPUB to EPUB. EPUB to EPUB, ça voudrait dire de faire de l'EPUB qui est un format final, un format pivot. Donc, j'importe un EPUB, ça tolère le... Mais là, je l'importerai en tant que composé et je traduis in situ. Je crée un EPUB miroir qui a la même composition que l'EPUB d'origine, qui est du fixed layout ou non fixe, et je traduis in situ, ce qui permettrait du commentaire au mot près et tout. Mais le problème, c'est que l'allemand ne respecte pas la composition d'origine parce que prend souvent beaucoup plus d'espace. Donc il y a une sorte de diffraction, de longueur qui n'est pas la même en fonction des langues qui sont plus ou moins denses, qui sont plus ou moins... Donc immédiatement la composition déjà explose, s'il y a des images ou quoi, et après il y a un problème sur les langues arabes, hébreu, où là on est perdant. Parce que si c'est miroir, qui dit miroir dit que tu ne peux pas travailler avec l'arabe ou l'hébreu. Mais par contre ce que tu décris, ça permettrait ça. J'entre un EPUB, je m'en sers comme format pivot, je le traduis in situ et j'en ressors un EPUB avec langue plus 1. Ça permettrait ça. Je pense que c'est... Enfin, Jean-Gabriel Genser est arrivé, il connaît très bien ces formats-là. On a aussi des ingénieurs qui ont travaillé là-dessus. Je pense que l'EPUB 3 permet des versions linguistiques différentes. La dernière version de standard EPUB. Est-ce que tu sais ça? Oui, je sais que la question du multilinguisme se pose effectivement en EPUB. Enfin, je ne sais pas comment on peut vraiment l'utiliser comme pivot. C'est pas tout à fait la même chose. Que tu puisses représenter à l'intérieur d'une EPUB différentes traductions d'un texte, c'est une chose, mais qu'ensuite tu puisses l'utiliser dans un logiciel, je suis plus réservé là-dessus. Faites-moi ce qui m'a été écrit, mais je parle sous votre contrôle, mais c'est parce qu'on en discute de ce modèle EPUB to EPUB, on voudrait en faire ce qu'ils appellent proof of concept, c'est-à-dire parce que ce serait génial pour l'édition. En fait, pour le marché éditorial, pas pour les programmes de recherche, mais pour l'édition, c'est extrêmement pratique. EPUB to EPUB, avec un truc qui s'appellerait TLUB in situ, c'est j'en mets mon EPUB, je m'en sers comme format pivot, je traduis in situ, je fais une langue plus 1, et résultat, je suis Gallimard, mais je peux éditer le dernier Modiano en 3 langues. Et au moins, je ne cède pas les droits, ou je vends sur des plateformes dématérialisées, puisque ça, c'est une déterritorialisation. Donc, ça, c'est... Mais alors, ce qu'il décrit, et je parle sous votre contrôle, l'EPUB étant une sorte de zip amélioré, c'est un zip amélioré que le reader, et là, on est au courant de cette initiative Ridium, etc., parce que ça permettrait, en fait, d'avoir la forme, la composition d'origine, c'est d'utiliser le Ridium. Bon.
L'Euridium, ce qu'il fait, le lecteur, n'importe quel lecteur, il ouvre ce zip et il va chercher les images, il les met au bon endroit, les choses, etc. Tout le métatexte, tout le chapitrage. À l'intérieur, il y a une description structurée du texte. Voilà. Un logiciel bien fait ne doit te perdre aucun enrichissement ni aucune information de structuration. Je parle sur le contrôle aussi de toute une équipe. Là, on produit des EPUB en fait à partir de textes anciens. On a ces références-là. Juste une question pour ne pas être dans des questions uniquement techniques. Quel est pour le moment le modèle institutionnel et financier du projet TLUB. Tu dis TLUB qui est une sorte d'onomatopesque construction ou TLUB. Alors, on a eu une première phase de développement qui était totalement expérimentale. Je disais en disant que c'était stalinien, parce que c'était, en termes d'user experience, d'esthétique, enfin, c'était la RDA, quoi. Bon, et il y avait déjà des choses. Alors ça, c'était la SOFIA, qui est un organisme qui collecte l'argent de la copie privée, entre autres. J'en dis plus. Donc la copie privée, vous achetez des outils de reproduction technique, il y a une petite taxe qui est prélevée, qui est envoyée à un organisme qui s'appelle la SOFIA. Ils se sont vus confier la charge des indisponibles, de numériser et rendre accessible. D'ailleurs, il y a beaucoup d'histoires avec François Bon qui a hurlé ça. Donc ça, c'est la SOFIA qui a donné l'argent pour la première phase de développement. La région Île-de-France et son bureau. Et c'était à peu près tout. Et c'était à autour de 100 000 euros. En année 1, donc c'était 2011. Ensuite, sur 2012-2013, il y a eu le CNL, la SOFIA encore, et la région Île-de-France. Et là, il y a une troisième phase où j'aimerais qu'il y ait à la fois le CNL beaucoup et peut-être des programmes d'usage en fait qui permettraient de financer donc la délégation langue de France. Mais les financements sont pour l'instant très français et trop français et j'aimerais énormément aller vers des financements européens, mais le problème c'est que la structure porteuse du projet, qui est la Société européenne des auteurs, est extrêmement fragile, très très peu dotée, et qu'un projet européen en termes d'ingénierie institutionnelle, c'est monstrueux. Par ailleurs, il y a une des complexités de la chose, c'est que les programmes de traduction en Europe pensent de façon extrêmement traditionnelle. Ils financent des projets de traduction avec des contenus, des résidences de traducteurs, des corpus, etc. Mais pardon ? Alors on pourrait faire du crowdfunding, on pourrait. C'était un peu le principe quand je disais qu'il y avait un freemium, c'est-à-dire que c'est passer ce cap technologique, dénouer quelques nœuds et arriver au moment où il y a un freemium et où les gens qui l'utilisent, avec une sorte d'éthique de l'usage, se disent ok, je contribue. C'est ce qui se passe quand je vous montre ce qui se passe sur la home pour l'instant. Quand je clique sur Join TLUB, il y a Personal Account, Organization Account, Sponsor Account. Donc c'est ça. Demain, dans la version nouvelle, ce sera gratuit. À partir de temps de projet. Et un compte organisation où une université, par exemple, aurait 50 logins illimités, où en fait tu veux monter un groupe de recherche. Tu as besoin t'abonnes le CNRS ou LANYU, puisqu'on est en discussion avec eux ou autre, et elle peut faire travailler 50 de ses étudiants avec ça. Mais je ne sais plus où c'est écrit, mais c'est précisé. All subscriptions help TLUB grow and improve and will be reinvested back into large-scale translation projects. C'est-à-dire, et c'est là où on rejoint la dimension éditoriale, c'est que si le projet se développe, puisque son but est pas de dividende, non-profit, c'est de dire voilà, plus il y a de monde, et si on arrive à dépasser les besoins simplement d'amélioration de la plateforme, alors il y aura une partie de l'argent qui pourra être sortie pour dire maintenant on finance des projets de traduction. Donc cette dimension coopérative qui naîtrait d'un usage, mais là massif, parce qu'il faut vraiment beaucoup de monde.
Et pourquoi ne pas avoir placé un open source logiciel justement pour bénéficier Parce que pour l'instant, nous sous-traitons à une société qui développe et que pour avoir un open source actif, il faut qu'il y ait des gens qui animent les communautés open source et pas seulement qui donnent le code, puisque dans ce cas-là, c'est ce que fait Apple à chaque fois, c'est je prends le code public et après je le privatise, j'en fais un bon UX, ça plaît à tout le monde, c'est joli et en même temps je ne le publie pas. Donc le geste open source n'est valable que si nous, de notre côté, on a en interne les programmeurs qui animent les communautés open source, qui vont chercher, qui vont dire tiens, comment est-ce qu'on pourrait ça l'implémenter, etc., etc. Donc pour l'instant, on a ça. On a sous-traité et donc pour l'instant, on le publie pas. Mais par contre, qu'il y ait des liens avec des labos de recherche, ça, on avait essayé plusieurs programmes. Il y avait un truc autour des intraduisibles avec Barbara Cassin pour un financement européen. On avait essayé de construire quelque chose avec revue.org, Indacos. Bon, on n'est pas... au contraire, enfin, c'est très très voulu, souhaité, etc. Mais c'est pas évident, souvent, d'associer des structures et d'implémenter de la recherche et développement dans une structure organisée. Enfin, on sait que ça demande des ressources, et pour ces ressources, il faudrait qu'on ait en interne, nous, la puissance technologique. Ce qu'on n'a pas pour l'instant. À chaque fois, on collecte des fonds, on définit un cahier des charges, plus ou moins en mode agile, donc avec plus ou moins de recherche et développement, d'expérimentation. Une fois qu'on a le cahier des charges, on dit ok, ça c'est obligatoire et ça c'est en mode agile, et on contacte le directeur de projet qui est plutôt bon et qui s'inspire, comme je te disais, de beaucoup de GitHub et de beaucoup de modèles open source, et qui sont d'ailleurs dans leur philosophie extrêmement open source, mais qui nous ont dit eux-mêmes, tant que vous n'avez pas en interne un ingénieur et la puissance technique pour animer cette communauté, ce serait juste donner le code et ça n'aurait pas vraiment de sens pour améliorer l'outil. D'autres questions sur mon salle? Il y a quelques minutes encore. Juste peut-être une précision, parce que vous êtes resté, vous nous avez bien montré ce que peut faire celui qui gère le projet. Et quelles sont les limitations pour ceux qui collaborent simplement? Alors, je reviens même à... Parce que c'est vrai qu'on a pas mal parlé, mais on n'a pas tellement vu la chose. Il faut juste que je retrouve mon login. Vous connaissez ce cauchemar du mot de passe? Voilà. Ok. Donc, les rôles. Alors, j'ouvre un projet. J'ai créé mon projet de traduction. On retrouve les rôles. Project members, vous voyez. Donc, ici, je lis pour vous. Non, ça c'est... Donc, manager. This role, ça va l'anglais? This role is automatically attributed to the creator of the project who can add new co-managers and other members. The manager can intervene directly on the translated text, leave comments, and change the title or project data. The creator cannot lose rights. Il ne peut pas perdre la main on a project. Il peut le supprimer, mais il ne peut pas encore faire migrer son pouvoir. Et ça, on voudrait le développer dans la prochaine version, que l'on puisse céder les droits sur un projet. Comme il y a toute une chose de cycle utilisateur, de droit à l'oubli, de possibilité de supprimer, pour l'instant c'est complexe parce qu'il y a tous ces liens sociaux qui se constituent, donc si on commence à casser des liens, ça crée pas mal de problèmes. Donc le translator, j'espère que je continue de répondre à la question, celui qui est invité à titre de translator, user can intervene directly on the translated text, donc vous vous souvenez, c'est là moi, mon intervention où j'ai effacé, etc. And leave comments, he or she cannot title or the project data or change the project data and cannot invite new members. Vous ne pouvez pas, en tant que traducteur, définir les membres du projet de traduction. Et le reviewer, qu'on a nommé comme ça, voilà, pour dire, mais ça pourrait être juste à titre de commentaire, un auteur, moi je peux être juste reviewer, et il y a quelqu'un qui me traduit et je lui fais des commentaires. Lui ne peut que commenter la traduction. Donc il ne peut pas intervenir sur le titre, sur la labellisation, sur les gens qui font partie, et il ne peut pas littéralement traduire. Voilà un peu les rôles.
Et à partir de ces rôles, on essaye de répondre à peu près, on essaie au moins pas mal de configurations de traduction. Ce que ça donne sur Moby Dick, par exemple, frayant lentement sa route à travers les prairies de plancton. Là, si j'étais uniquement reviewer, je ne pourrais pas faire ça et retraduire en disant glissant lentement, je ne sais quoi. Et de la même manière, un traducteur, lui, peut donc ajouter des versions, ce qu'on voit là, les versions à la fois sauvées manuellement, comme je vous le disais, qui correspondaient, ça a été une question. Est-ce qu'il n'y a que ces modes de sauvegarde automatique qui permettent de remonter dans le temps et de faire la traçabilité des différentes versions et surtout revenir à sa version si on n'est pas heureux de l'intervention de quelqu'un, de voir ce qu'on a fait, de la visualiser? Ou est-ce qu'on avait un mode de sauvegarde manuel? Ça a été assez compliqué de leur expliquer que moi je souhaitais qu'il y ait cette possibilité de définir une étape en disant voilà, je crée une version manuellement en disant je la signale comme manually saved versions. Donc ça c'est le rôle du traducteur. Le rôle du commentateur, c'est là, son unique espace en quelque sorte pour l'instant, c'est ça, et l'évolution qu'on aimerait avoir, c'est l'intervention au mot près. Alors on a eu plusieurs retours d'usage là-dessus. Il y a ceux qui disent j'en supporte plus les couleurs, des Word, ou même sur Google des choses où je vois plus le texte, j'ai tous ces trucs avec tous ces gens qui ont noté la chose, etc. Donc je deviens fou et qui apprécient que là on ne puisse pas mettre des drapeaux partout avec ces liens et ces roses et ces couleurs, et que l'unité du segment soit au moins là, et que les commentaires restent en marge. Mais ça pose quand même un certain nombre de problèmes, c'est que si le segment est trop long, il faut tout de même un petit peu chercher à quoi on fait référence, de quoi ça cause, le commentaire porte sur quoi, à quel endroit je trouve, quel mot, etc. D'ailleurs, le commentaire, il porte sur l'ensemble du travail? Non, il porte sur le segment. Sur la version précise ou pas? Sur la version actuelle. Sur la version actuelle et les versions antérieures, puisque historiquement, je commente sur un état du segment, le segment bouge, on intègre ces commentaires, et donc les derniers commentaires vont porter sur la version actuelle. Donc il y a une historique, là vous voyez, il y avait 27 commentaires sur le premier segment, on était au moins 30 dans la salle à intervenir, etc. Il y avait des gens qui n'étaient pas là aussi. Mais on commente au niveau du segment, d'où la nécessité d'avoir un espace de discussion globale sur le projet où on peut définir un lexique, on peut dire voilà à tout le monde, distinction sera traduit par tel mot. Ok. D'autres questions avant qu'on arrête, comme il est déjà 8h10. Ah oui, pardon. Bon, merci. Bon courage à ce projet. Je crois que il est exemplaire dans sa philosophie comme dans sa réalisation, même si effectivement il y a beaucoup de questions. Et puis peut-être informellement, on aura l'occasion de poursuivre cette discussion en sortant. Merci Camille Dejoledo. Merci infiniment de votre écoute, de votre attention. Merci.